Salut mes petits meeples, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il existe un célèbre café dans lequel l'accès est strictement interdit aux humains. Mais vous voulez déguster une de ces boissons par tous les moyens possibles, et ça, même s'il faut envoyer des monstres vous rapporter un succulent café. Prévu de 2 à 5 joueurs de plus de 8 ans, les parties durent une quinzaine de minutes. Monster Café est un jeu de cartes et de majorité de Romain Catergian et Théo Rivière. Il est illustré par Greg Baldwin et sorti chez Lumberjack Studio. Dans Monster Café, le but est de remporter un maximum de jetons de café et pour ce faire, il faudra utiliser les pouvoirs des monstres. Chacun aura sa particularité, à vous donc de tout faire pour qu'il vous rapporte ce café tant attendu. Je vous propose de voir tout de suite comment se joue une partie, suivie d'une petite interview des auteurs et de l'éditeur de Monster Café. Alex m'a donc rejoint pour jouer à Monster Café. Salut! On va jouer à Monster Café et pour ce faire, il nous faut forcément des monstres. Donc comme je l'ai expliqué en préambule, le but ça va être d'avoir un maximum de jetons de café pour remporter la partie. On va jouer avec, donc à chaque fois, il y a plusieurs menus en fait. On va jouer avec 5 monstres. Donc là, on prend les monstres directement qui sont de base, les monstres avec lesquels on va jouer le plus facilement possible pour découvrir Monster Café. Il s'appelle le Latte Newbie, c'est ça? Je crois, ouais, il me semble. Menu, c'est la feuille menu, ouais, juste là derrière. Menu. Non, mais elle est notée ici, justement dans le Latte Latte Newbie. Voilà. Et je te laisse parce que justement, tu avais pris le petit livret carte des monstres. Ouais. Me dire le nom, Grunge, il me semble. Ouais, c'est ça, Grunge. On a le Grunge. Alors, comme je le disais du coup, ils ont des pouvoirs. On vous explique tout de suite leurs pouvoirs. Donc celui-là, quand on va le mettre en jeu, on va demander à son adversaire quel monstre il aura dans sa ligne arrière. Ligne arrière qu'on expliquera dans quelques secondes. Exactement. On va voir pourquoi je vous parle de ça. On a Snorkel, c'est ça? Snorkel, qui adore la chantilly. Il est comme moi, je crois. Et lui, du coup, quand on le pose, on va aller chercher un jeton de chantilly. Jeton de chantilly qui nous servira en fin de manche. Si je me trompe pas, en fin de manche, pour déterminer les égalités en fait. C'est ça. Départager les égalités. C'est exactement ça. Le petit gâteausaure. Gâteausaure. Ouais. Quand on va le poser, on va aller prendre un gâteau et lui par contre un petit cookie, ouais. Il est très intéressant parce qu'en fait, on va à la fin de la partie, celui qui a le plus de cookies remporte 5 jetons de café. Ouais, c'est super intéressant. On a Rex. Le petit dino, voilà. Qui lui a une petite flèche et bien simplement va nous permettre d'échanger des cartes qu'on aura en arrière avec celles qu'on aura face visible, en fait, sur sa ligne avant. Et Sticker, le petit stick-tic, le petit moustique. Skitter. Ouais, Skitter. Je sais pas ce que j'ai dit, mais... Skitter. Ah oui, Skitter. Skitter qui permet d'avoir un jeton café. Directement quand on Exactement, on va le chercher. Ok. Ouais. Donc on a mélangé ces 5 familles-là de monstres. Les remettre dedans. Ouais. C'est ça. Je vais les remettre. Je vais les remélanger. Essayer du moins de les mélanger blanc. Et comme on est à 2... Voilà. Comme on est à 2 joueurs, en fait, il y a une petite particularité. C'est qu'on va avoir 12 cartes et non pas 10. En soi, il n'y a rien de choquant. Non, bien sûr. Donc... On parlait de lignes aussi, le temps que tu mélanges. Oui, voilà, on parlait de lignes, avant. Sur ces 12 cartes, on va choisir, donc on va avoir une main remplie de 12 monstres, de toute catégorie. Et on va choisir d'en mettre 3 en ligne arrière, face cachée. Pourquoi on parle de ligne avant et de ligne arrière? Ça va être au comptage des points. Tous les monstres qui seront en ligne arrière vont compter pour double. En fait, c'est ça. C'est ça. Et ceux en ligne avant, vous comptez 1. Pourquoi on compte les points? Parce qu'en jouant les monstres, on va créer des tas de différents monstres. Ça. Et celui qui possède donc le plus de points de cette famille de monstres remportera le nombre de cafés égal au nombre de monstres qui sont posés et non pas ce qu'on aura vite comprendre en le jouant. C'est ça. Et bah écoute, t'as piqué mon boulot, j'ai plus rien à dire. Donc on montre, clairement, vous voyez en haut, il n'y a pas de souci. Moi je regarde pas, Toi, je te laisse regarder. Je te laisse montrer. Vous voyez donc les monstres que moi j'ai en jeu, je suis en train de les trier par
catégorie de Moi monstres. aussi, vu qu'on regarde On chacun voit que j'en ai carte, on voit pas ce que les autres. beaucoup plus dans un certain type. Mais il se peut qu'Alex, il les ait pas du tout, celle-ci, par exemple. Ok, alors. Donc, je vais choisir d'avoir un maximum de points et les mettre sur ma ligne arrière. Je te laisse juste 2 secondes regarder tes cartes. Ouais, je regarde mes cartes, je sais lesquelles je vais mettre. Si ce que je vais placer en ligne arrière de mon côté, je vais vous les montrer un coup. Hop, ça sera donc ça ma ligne arrière. Ok, hop, hop, c'est bon pour ma ligne arrière. Si tu veux montrer ta ligne arrière, le temps que je regarde. Moi, je veux bien que tu me répètes, parce que de toute façon, ça ne changera rien. Les chantilly. Fin de manche, pour l'égalité. C'est s'il y a une égalité, c'est celui qui a le plus de jetons de chantilly qui remporte. Exactement. Et ils sont défaussés d'une manche à l'autre, parce qu'une partie se joue en 2 manches. Ok. Voilà. Donc moi, voici ce que je mets en face. Je ne regarde pas. Face cachée. Je les retourne. Tu me dis quand c'est bon que je peux relever la tête. C'est bon, tu peux relever la tête. On fait l'install. Donc on va essayer de se caler. On ne sait pas trop comment pour vous laisser de la place. Mettre. Hop. Alors, est-ce qu'on voit toutes mes cartes? Moi, j'ai l'impression que oui, ça va être bon. Vous allez dire pourquoi tu les montres. Et pas parce que simplement en ligne avant, forcément on les voit. Et alors, il y a quand même quelque chose qui est juste énorme. Qu'on vous a pas dit. Vous voyez toutes mes cartes, vous les voyez, c'est top. Voilà. C'est la mise en place. Elle est donc faite de façon à avoir des cartes. Moi, je suis trop loin là. Non, non, c'est bon. Encore une petite. Voilà, c'est tout bon. Est-ce qu'on voit bien cette carte? On voit et c'est bien. Ouais, c'est bon. Voilà. On a tout. Donc la mise en place est faite de façon à ce que on ait donc une ligne avant qui est visible de tous les joueurs et une ligne arrière qui nous seul. Voilà. On peut aller les regarder quand on veut d'ailleurs. Pour info aussi. Oui, bien sûr. Enfin, voilà. Chaque joueur peut aller regarder, peut aller consulter ses cartes. Exactement. Et les cartes face visible, donc de tous les joueurs, sont le plateau de jeu pour tous les joueurs. C'est-à-dire que si j'ai envie, je vais prendre une carte de son côté et la jouer. Tout à fait. Et également, tu pourras faire la même chose. C'est ça. C'est toi qui as vu Star Wars. Je suis le dernier à avoir vu Star Wars. Parce que c'est comme ça qu'on détermine le premier joueur en fait. La personne qui a vu un Star Wars en dernier commence la partie et comme tu n'en regardes pas. Il va falloir que j'écrive un petit mail à Lumberjack pour demander un dernier Disney. Donc là, je commence la pile de... J'ai oublié son nom. Skitter. Je vais donc chercher un petit jeton café que je mets chez moi. C'est donc un premier jeton café. Ok. Moi je vais chercher un jeton de chantilly. Chantilly, très bien. Je vais... Ah non, non, regarde tes cartes. Je vais jouer, pardon, excuse-moi. Je vais jouer donc un Skitter encore une fois chez toi, cette fois-ci. Mais je le prends et je prends un jeton café. À toi. Ok. Du coup, tu as un sticker sans ligne arrière. Un Skitter. Qu'est-ce que j'ai? Oui, j'en ai un. Donc, voilà, son pouvoir, c'est donc de demander ce qu'il a en face cachée. Ah oui, d'ailleurs. Il en a un, donc il le dévoile. Mais moi, en plus, je gagne 2 jetons de café. C'est ça. S'il n'en avait pas eu, il remportait les 2 jetons de café. C'est ça. Je réfléchis. Je vais commencer la ligne des cookies. Hop, je prends un cookie, parce que donc c'est son pouvoir. Donc là, on a commencé 4 tas de petits monstres. D'accord. Donc, t'as un cookie dans ta ligne arrière? Oui. À moi. Est-ce que tu as un cookie dans ta ligne arrière? Non. Non. Donc, alors gagne encore 2 jetons. Je vais me faire laminer comme à chaque partie. Attends, lui, on le voit pas. Enfin, oui, tu peux le ramener. Ouais, y a pas de souci. Donc, forcément, je commence à regarder aussi ce que j'ai dans ma ligne arrière pour faire en sorte de gagner des points. Oui, non, ça m'intéresse pas. Hop. Ok. En fait, j'ai pas tourné Rex parce que du coup, il faudrait que je dévoile à Alex, du coup, un de mes monstres en face cachée parce que je vais les échanger. Et là, pour le moment, j'ai pas envie d'en dévoiler. Ok. Je vais jouer. Ouais, quoi qu'après, tu seras obligé d'aller chez moi. Est-ce que tu as... non, je vais pas faire ça. Non, non, c'est une bêtise. C'est une bêtise. T'es sûr que tu veux pas le mettre? Ouais, je viens de comprendre. Je vais jouer Rex. Ok. Tu l'échanges. Ok. Voilà. D'accord. Donc ouais, bien. En jouant Rex, j'ai placé
Donc, le grunge en ligne arrière pour qu'il compte 2 points. Parce que pour l'instant, si la partie s'arrêtait là, ne sachant pas ce que tu as en ligne arrière, moi j'ai 2 points sur cette pile ici parce qu'il est en ligne arrière. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et du coup, moi je vais prendre celui-là. Ok. Dernière carte, que ce soit pour toi ou pour moi, il nous en reste plus que 4 en jeu. La manche s'arrête quand chaque joueur a 3 cartes en face, en ligne avant. Quand chaque joueur. Donc il reste 2 cartes à jouer. Ouais. Je réfléchis encore un peu. Ok. Je vais jouer. Donc. Bien vu, bien vu. Prends-en un. Oui, exact, merci. Parce qu'en fait, mais je l'avais pas mis. Ah non, je voulais le mettre en jeu et bah voilà. Donc, bah voilà. T'es obligé de venir piocher chez moi. Parce qu'il ne t'en reste plus que 3. Et tu n'as pas le droit de prendre. Exact. Donc t'es obligé de prendre et tu as un Rex ici. Voilà. Là, donc là, tu es dans une config où tu es obligé de venir chez moi parce que tu n'as pas le droit d'avoir moins de 3 cartes en ligne avant. Tu as un Rex là, et donc du coup, tu prends je joue son Rex à lui. Oui. Je vais changer un des miens. Oui. Contre celui-là. Très bien. Ok. Fin de partie. Comptage des points. Enfin, fin de manche, excuse-moi, pas fin de partie. Fin donc de on manche. dévoile celle qui était en ligne arrière. Voilà. J'avais de nouveau un séparons un tout petit peu bien l'état comme ça. Voilà, on peut bien. Et j'avais donc lui un grunge comme tu disais en face caché. Ok. Donc on se retrouve on va prendre l'état un après l'autre pour les calculs. Le tas là qui possède le plus de skitters. C'est toi. 1, 2. J'ai 2 points, donc je prends 2 cafés parce qu'il y a 2 skitters dans le. Ok. J'en prends 2. Ok, c'est fait. Ce tas-là est je me permets juste de les retourner. Donc la chantilly, il y en a 3 en... J'ai un point de mon côté. Toi, moi j'ai 1, 2, 3, 4. Donc c'est pour forcément c'est moi et je remporte 3 cafés. 1, 2, 3. 3 cafés. Ok, c'est réglé pour chantilly. Grunge. Alors, on est dans le cas d'une égalité, parce que moi aussi j'ai grunge. Donc 2, mais tu as la chantilly, moi je n'en ai pas. Donc j'ai 3 cafés. Je vais faire la monnaie. Je vais aller chercher un petit café 5. Ça c'est bon. Gâteauzor, c'est donc toi, parce que moi j'en ai aucun de toute façon. Donc j'ai 1, t'as 4 points, mais il n'y a que 2 gâteaux en jeu. J'ai 2 cookies, pardon. 2 cafés, pardon. Ok, Gâteauzor est réglé. Et là c'est toi, parce que je n'en ai pas. Voilà, tu n'en as plus. Moi j'en ai un en face visible et j'en avais un, donc ça fait 3 points. Mais 2 cafés. Mais 2 cafés, parce qu'il y a 2. C'est résolu. Donc voilà pour la première fin manche. de la première manche. À l'issue de cette première manche, les jetons chantilly sont défaussés. Par contre, les jetons toi tu gardes les tiens, ouais. Ils sont bien joués, bien joués. Hop, donc je te laisse. Par contre, ils reprennent. On remélange tout le paquet. Après, moi, c'est vrai que je l'ai complètement oublié parce qu'il est un petit peu loin, mais je voulais tout de suite prendre le jeton de le gâteau, quitte à ce que tu aies un café. Parce que justement, avoir les jetons, ça permet d'avoir 5 jetons. Là, tu m'as déjà mis. Regarde, si tu remplaces par 5, tu m'as déjà mis. Ouais, tu as déjà plus de 10 points là, t'as quoi? J'ai 14 points. Ouais, 14, et moi je suis à la traîne, hein. J'ai 6. Ouais, mais c'est la première manche. Vrai. Ça se joue toujours en 2 manches. C'est ça. Tout le temps. Il y a donc, je profite pendant que je mélange, il y a un menu avec différents cafés. Ouais. Et différents cafés égale différentes familles de monstres qui rentrent à chaque fois en partie. Ils sont faits de façon à ce que les parties soient de plus en plus difficiles ou alors soient aussi mises en place selon le nombre de joueurs. On le voit par rapport aux petits, aux grands ou aux petits cafés. Ça. Et donc du coup, c'était super intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que les configs aussi sont équilibrés. Et c'est ça qui est plutôt cool aussi. C'est c'est des types de café, des types de parties, mais c'est aussi des équilibrages en même temps. Ça veut dire que cette config marche bien, cette config marche bien. Parce que par exemple, on n'a pas parlé, mais on a Poppy. Ah oui, il y en a plusieurs qui ont... Petite Crotte, on a Snoot, on a Bliblop. Il y en a encore. Donc il y a des monstres, je vous les aurais montrés à la fin de la partie. Il y a des monstres qui ont des pouvoirs, donc là par exemple Bliblop, il va chercher lui 2 cafés directement. C'est ça. À la place de 1 comme Sticker il prend. C'est ça. Skitter.
Poupie, il nous embête bien parce que du coup, on va aller... il nous empêche... À la fin de la partie, il te donne 2 au lieu de 1 par présente au centre de la table. C'est pas au moment où tu la poses, hein, Bliblop, hein, qu'on soit bien d'accord. Ok, ouais. Par carte Bliblop présente au centre de la table à la fin de la manche. Donc c'est comme s'il y avait 2 cartes à la place. Celui qui réussit à gagner la file Bliblop, il se fait bien plaisir en fait. 8, 10, 12. Et donc je disais par rapport à Poppy, lui quand on pose un petit jeton caca du coup. Et il nous empêche de bouger une carte. Donc celui-là il est aussi pas mal vicieux. Hein. Il bloque le pouvoir, hein, c'est ça en fait. Ouais. Oui. Il t'empêche de la bouger ou il le bloque? Non, de la bouger. Elle ne peut plus être déplacée. Ouais, tout à de la fait, bouger. Ouais. Donc nouvelle partie, nouveau roulement, nouveau monstre en lice entre guillemets. Pas vraiment. Par contre nouveau... Je suis en train de chercher le nombre de monstres qu'il y avait. Parce que oui, il y a donc 5 familles, mais il y a 10 cartes monstres de chaque. Donc à chaque fois quand on en pioche 12, vous imaginez bien que c'est pas du tout les mêmes. Et moi en face arrière, là, j'ai un petit doute. Je pense que on va poser ça et on va poser ça. Ok. Bon pour toi? Ouais, je monte juste un coup mes face arrière. Attention. Donc voici les cartes que je vais mettre en face arrière. Je sais pas si on voit bien sur la carte. Pardon. Ouais. Non, je l'ai pas vu. Ok, c'est bon pour moi. Attends, je montre les miennes du coup. En espérant que ce soit les cartes qu'il pose. C'est bon pour toi? C'est bon, je les ai retournées. Ok. Hop, je décale un peu le tout, histoire que vous puissiez voir. Tout est ok, tout est ok. Est-ce qu'on voit tout? On voit pas tout. Je me fie en même temps à ça. Voilà, un peu plus haut. Comme ça, hop. On se sera beaucoup avancé là. Ouais, j'ai vu. Bon, normalement, c'est bon. Normalement, c'est tout bon. J'ai plus qu'à les serrer et c'est tout bon. Vous les voyez. Voilà. Normalement, tout est bon. On a un tout petit. Oui, on jouera sur cette zone. Mais bon, ça permet quand même de voir. C'est ça. Je peux reculer, moi, si tu veux. Allez, hop, voilà, un tout petit peu. Voilà, pareil. Allez, go. Alors, à l'inverse du premier tour où celui qui a regardé Star Wars dernier, là maintenant c'est celui qui a le moins de jetons café qui commence la partie. À toi l'honneur. Donc à moi l'honneur. T'as quoi du coup en jeu là? Je vais jouer. Ah, ça m'embête. J'avais pas. Hop là, un cookie. À toi. Ok, donc quoi qu'il arrive, tu auras le 4e parce que tu vas aller le poser. Donc, j'en prends un histoire de sauver l'honneur. Ok. Que tu ne l'aies pas. Pas de souci. Hop, j'ai rejoué cookie. Ok. Est-ce qu'on voit tout? Oui. Donc forcément, tu as un jeton de un cookie derrière. Oui. Voilà. Ensuite, est-ce que tu as Chantilly? Derrière, oui. Oui. 2 cafés. Hop, on prend un 5. Hop. Ok, à toi. Par contre, et là je prends le risque de lui donner 2 jetons de café parce que je n'en sais rien. Tu as... T'as un Rex derrière. C'est Rex, c'est celui-là. Oui. Alors, je joue Rex. Ouais. Allez, je vais aller chercher un jeton. Ok. Je joue Rex. Pourquoi fait-il ça? Je sais très bien parce que tu es en train d'utiliser tes cartes pour que je le fasse pas. J'ai bien compris. Par contre, moi, je suis en train de penser... Ah si, quand même. Ok. Alors, je suis obligé de jouer une de mes cartes parce qu'il me t'en reste déjà plus que 3. Je réfléchis. Ce que j'ai derrière, ouais. Moi, selon ce que tu joues, je sais ce que je vais faire.
Ouais, non, là, je suis battu. Je vais jouer ça. Je vais chercher un jeton. À toi. Je joue un Rex. Oui. Pour inverser la tendance et... très intéressant. Je sais pas. Échanger les deux là, simplement. Hop. Ok. Voilà, c'est fini. La partie est donc terminée. Nous sommes au comptage des points. Ok. Voilà. Alors, on va passer au comptage des points. Ici, c'est toi. C'est moi. J'ai 3 points. Il y en a un seul en jeu. Ok, tu en prends un. Un point. Ok. Ici, une, deux. Il y a 2 cafés à remporter. On a chacun un moustique. Mais c'est chacun toi qui un point, mais j'ai le jeton chantilly. Vas-y. Donc je récupère 2 jetons. Deux jetons. Ok. Ici, 3 Rex. Moi j'ai qu'un seul point. Okay. Toi t'as 3 points. 3 points. 1, 2, 3. Hop. Tu peux récupérer 3 parce que tu as le maximum en gâteau aussi. De quoi? Tu as le maximum de points. Là on vient de compter, tu as pris 3 parce 3 que tu avais Rex en gâteau. Oui, oui, j'étais pas dessus. Je suis sur 3 gâteaux. Oui, 3 gâteaux. Ok. C'est fait. Tu as aussi 3 points. Et là il y a 3 grunch. C'est toi. C'est moi qui les grunch. Ouais. Donc j'ai 3 points aussi. 3 je prends le 5 et je rends 2. Ça sera plus 5. Ok. Tu as petit bonus. Subtilité de la fin de partie. J'ai le un maximum de jetons de cookies. Je prends 5. C'est ça. 5. Maintenant on compte les jetons café. 4, 5. 4, 5. 20, 26. 5. Ah, tu fais perdurer le... Ouais, non, j'ai 20. T'as que 20? Ouais, voilà. Bravo. Voilà, une petite bataille de monstres. C'est ça. Donc c'est moi qui ai le droit à avoir un super bon méga café. Ouais. Alors je veux bien avec un petit peu de chantilly, j'adore ça. Donc ouais, le but de Monster Café, il est tout simple. Il est d'aller se faire une petite bataille de monstres. C'est ça. Pour avoir une majorité de points. Tous ces beaux monstres. Et aller récupérer des jetons. C'est ça. Des jetons de café, des jetons... Les autres monstres, ouais. J'étais en train de dire, donc il y a d'autres monstres et il y a aussi d'autres jetons. Il y en a vraiment pas mal. Hein. Il y a des petits jetons, donc les petits jetons de Poupie. Et des petits jetons de Priscilla, il me semble. Non, c'est pas Pris, c'est la mamie. Ah, mamie, ouais. La mamie de mamie. Ouais, montre les illustres qui sont trop chouettes. La mamie, c'est la petite mamie café. Mamie. C'est ça. Hop là. Grand-mère sait faire un bon café. Pris, ben, simplement on va échanger une carte avec celle qui est déjà mise. C'est ça. Ligne avant et une ligne du milieu. Et une du centre, c'est ça. C'est ça. On a, je ne sais plus comment il s'appelle ce petit chien tout pas beau. C'est Snoot. On place un jeton café sur n'importe quelle carte d'une ligne avant. Et lorsque le joueur déplacera cette carte monstre, et ben, il prendra le jeton café avec. Ok. C'est sympa. C'est vrai qu'on n'a jamais joué... Je n'ai pas souvenir de partie avec celui-ci. Poupie, donc comme on disait. Ouais. Alors lui, on a le schizoclope. Ah oui, il a plusieurs visus. Lui, en fait, il a plusieurs illustrations à lui tout seul. Et plusieurs cafés surtout à lui tout seul. Plusieurs, voilà, pouvoir. Donc ça dépend quand on le pose en fait. C'est ça. Ça va être bien sympa ça aussi. Donc Bliblop, on avait dit qu'à la fin, le nombre de Bliblop en jeu rapporté était doublé finalement. C'est super et sympa. Et lui, c'est des petits bonbons. Ouais, c'est trop marrant. Des méga super bonbons. Donc différents monstres, différentes façons de jouer. Pas trop de différence qu'on soit 2 ou plus. Parce que finalement, comme le principe c'est vraiment d'aller chercher finalement dans la main de l'autre aussi, et ben du coup... la seule différence c'est que c'est encore plus une bouchée. Ouais. Parce que tu peux aller encore plus piocher chez tout le monde, machin. C'est ça, c'est la seule différence que je vois. Il faut juste bien se rendre compte quand un joueur arrive à 3 cartes qu'on peut plus aller chez lui. C'est ça. Et donc il peut plus trop piocher et faire attention à ce qu'il a. Moi j'aime bien jouer justement avec Grunch parce que comme ça on peut savoir ce qu'ils ont derrière. Oui. Et je l'aime bien sûr. Après, voilà, c'était juste les différences, ces différences-là, les différences des jetons et un maximum. Par rapport au jeu, c'est tout ce qu'on a à dire. Ouais, voilà, sur les mécaniques. C'est vraiment une bonne prise en main, rapide à jouer, rapide à comprendre. Et juste à suivre ce que fait le pouvoir et puis on joue. Moi j'aime beaucoup parce que c'est hyper stratégique en fait. Ouais. On dirait pas comme ça. Hein. C'est ça, tu te dis je vais poser, mais en fait la subtilité, le fait d'aller piocher chez d'autres joueurs, ça change tout. Ça change tout en fait. Vraiment c'est ça que j'adore. Regarde la preuve à la deuxième manche.
Ouais. Du coup, moi, j'avais aucun Rex, quoi. J'en avais Ouais, un. c'est ça. Et d'un coup, je vois que lui, il en a plein. J'ai oh non. Et Et donc, du ouais, coup, c'est ça clair ce que j'adore. Ouais. C'est ça ce que j'adore, moi, c'est la petite subtilité d'aller piocher chez l'autre. Et ça peut faire très mal. C'est le truc cool. Ouais, ouais. C'est finalement, moi, ce que j'aime finalement dans ce jeu, c'est justement que toutes les cartes soient accessibles à tous les joueurs. Et c'est le but du jeu. C'est ça. D'aller prendre chez l'autre et de les pourrir. Mais moi, en fait, finalement, tu pourrais aussi la stratégie en disant t'as vu, je te l'ai pris. Et donc, c'est moi qui. C'est ça. Et puis, moi, j'aime bien jouer aussi, finalement, même avec la version de base, sans ajout. Encore une fois, hein, souvent, pour les démos, on met que la version de base, mais on aime bien jouer en fait avec aussi. En fait, c'est vrai que, donc comme c'est bien expliqué, hein, c'est bien. D'ailleurs, la petite phrase dans la règle, elle m'a fait rigoler, c'est si vous voulez, et la combinaison de monstres idéale pour découvrir le jeu. Donc la combinaison idéale pour aller chercher un succulent café tout en découvrant le jeu et en mêlant un maximum de stratégie. Donc on sait déjà que derrière ça va bien donner. Donc on avait dit différents cafés selon le nombre de joueurs, selon si on veut que la partie soit plus ou moins rapide. Et on a aussi, parce que c'est quand même un point de la nouvelle gamme de Lumberjack, leur Coffee Brick. Donc en fait ça va bien dedans. Ça va. C'est une petite boîte qui s'embrique dans l'autre. Et en fait, en boutique, celui-là, Coffee Box, la belle Coffee Box. C'est pas derrière, c'est pas noté ici. C'est ça. C'est noté là. C'est ça qui est Et donc du coup, ça, je trouve que le packaging est du coup super pratique. Super, enfin, c'est rigolo, ça change. La taille aussi. Complètement. C'est un petit point que je voulais aussi redire parce que c'est vrai qu'il toute cette gamme, elle est sur ce format-là de packaging. C'est vraiment très cool. Un petit jeu rapide, un petit jeu facile à sortir. Complètement. On peut prendre pendant sa pause. Ouais, en fait, c'est pareil, il rentre facilement dans un sac, c'est cool. Ah bah clairement. C'est cool. Donc voilà, donc ton avis, tu aimes beaucoup. Moi j'aime beaucoup, bah ouais, les jeux un petit peu... Les jeux où on peut s'embêter, moi j'aime beaucoup. Voilà. Je voulais aussi souligner, parce que je vois c'est noté 8 ans, on avait essayé, j'ai essayé d'y jouer avec le grand, mon grand, donc qui a 7 ans. Et clairement, il a bien aimé, puisque justement il a compris qu'il pouvait aussi aller embêter les autres, aller chercher le point chez les autres. Et ouais, c'est vraiment facile à prendre en main du coup, parce qu'une fois qu'on connaît les jeux, et bien c'est simple à comprendre. Tout à fait. Donc j'en profite aussi parce qu'en fait on n'est pas juste sur un format où on jouait, on est aussi sur un format où on avait fait une petite interview. Donc pendant le confinement, on avait eu du temps, on avait différents projets, on voulait faire tout plein de choses et tout. C'est ça. Et on se rend compte qu'en fait le confinement c'est bien parce qu'on travaille pas, ou on travaillait beaucoup moins. Donc du coup on a fait une interview avec Romain Caterjan, Théo Rivière, donc forcément les auteurs du jeu, qui vont nous présenter leur jeu, qui vont nous dire un petit peu plus sur leur façon de faire, sur comment ils ont eu l'idée, comment ils le voyaient. Et également, on a Xavier Avril, qui est l'un des Lumberjacks. C'était compliqué à dire ça. Et lui va nous parler plus par rapport à la gamme, donc à la gamme Coffee Break. C'est ça. Et comme il y a un petit roulé dans le temps, forcément le temps va être au futur quand il parle de Magic Rabbit. Mais oui, Magic Rabbit est bien sorti entre temps. Est bien sorti, ouais. C'est nous qui avons mis du temps à sortir la vidéo, parce qu'en sortie de confinement, on s'est fait un peu prendre le temps justement. Mais voilà, après l'interview reste très sympa à écouter. C'est ça. Vous allez apprendre plein de choses sur le jeu. Sur Monster Café. Vous allez voir quelques petits exemples du proto aussi. Comment il était imaginé à la base. C'est vraiment marrant. Et puis des petites anecdotes de créa. C'est super cool. Donc voilà. On les retrouve tout de suite, c'est ça. Ouais, j'espère que tout ça va vous plaire. Et puis, on vous dit tout de suite salut, parce qu'on va terminer par l'interview. Donc, amusez-vous bien. Salut. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être présents. Je vous présente donc, on commence par les auteurs du jeu de Monster Café, qui sont Romain Caterjan et Théo Rivière. On a également monsieur de Lumberjack Studio, Xavier Avril. Salut. Merci à tous d'être là. Merci à vous. Donc, je commence par une première question, je pense pour Romain directement, et Théo bien sûr qui va répondre aussi. Moi quand j'ai joué, et en général quand j'ai un jeu devant moi, la première chose que je me demande c'est d'où c'est venu cette idée. D'accord. C'est toi l'initiateur initial. Quelle est la genèse du jeu? Je pense que c'était il y a quelques années, c'est un moment où j'aimais pas trop qu'on me dise quoi faire, et j'aimais pas trop qu'on me dise
dans les règles de jeu, ça c'est 20 points, ça c'est 10 points, ça il faut faire ça. Et donc il y avait une envie d'explorer un peu des choses où les points étaient fluctuants en fonction de ce que faisaient les joueurs, un peu comme dans la vie aussi, c'est un peu plus flexible et c'est pas écrit noir sur blanc du début à la fin. Donc c'est venu de là, c'est ça. Il y a eu plusieurs petits jeux qui sont nés de ça, dont un qui était Monster Democracy au tout début. Et je crois que c'était... Ouais, voilà pour la genèse, à peu près. D'accord, ok. Une idée de vouloir faire autrement, justement, que ce que tu connaissais déjà. Ouais, explorer les systèmes de points un peu plus fluctuants. Ouais. Ok, très bien, super. Et on a pu voir que Théo t'a rejoint en cours de création. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça Comment c'est s'est venu? passé, d'où est venue l'idée de la collab, et peut-être à quel moment du processus aussi? Je veux dire, à quel moment, Théo, t'es venu t'intégrer dans ce processus créatif? Et est-ce que c'était parce qu'à un moment donné, Romain, tu as bloqué sur un point et tu avais besoin d'un avis extérieur, ou ça s'est fait comme ça, naturellement? Ce qui est bien, c'est que comme ça, je pourrais avoir ton retour, Romain, parce que je crois qu'on n'en a jamais parlé de. J'ai raconté cette histoire un certain nombre de fois à des copains ou autour de moi parce qu'elle est un peu spéciale, mais j'ai jamais eu ton autre côté du truc, donc ça va être rigolo d'avoir ton insight aussi. Moi, c'était assez particulier puisque pour la première fois, ça n'a pas été une relation amicale ou de volonté de bosser ensemble en premier. J'ai pas mal de co-auteurs différents. Généralement, c'est on se rencontre sur un salon ou dans un contexte précis ou même des fois juste sur Internet et on se dit ah vas-y, j'aime bien tes jeux, ah j'aime bien tes jeux aussi, on essaie de faire un truc ensemble, allez c'est parti. C'est souvent mon process assez classique de co-autorat. Et là, c'est un peu différent puisque c'est plus une histoire d'amitié avec Antoine, qui est le deuxième Lumberjacks, un des Lumberjacks plus, On n'a pas présenté, oui. qui m'a branché après un Cannes en disant ah j'ai rencontré ce type à Cannes, Romain, il m'a montré un jeu que j'ai vraiment bien aimé et à mon avis vous vous entendrez bien en termes de caractère. Et je pense que sur son jeu, il a besoin d'un co-auteur pour lui donner la petite impulse de fin pour finir. Il y a plein d'idées qui me plaisent, mais il manque peut-être un petit truc. Et je pense que c'est ton genre de jeu, et je pense que c'est ton genre de personne avec qui ça pourrait bien marcher. Ce qui était ultra bizarre. Hein. C'est la première fois qu'on me faisait ça, c'était un peu ok, bah oui, pourquoi pas, quoi. Donc, C'était le petit rencard, mais professionnel. ouais, il y avait ça, il y avait le côté un peu rencard arrangé de à mon avis, ça pourrait bien au bout de allez-y. Donc c'était super bizarre. J'ai envoyé un message tout gêné à Romain lui disant salut, on se connaît pas, mais apparemment on va peut-être bosser ensemble. Et j'avais plein de réticences aussi à me dire, bah, je veux pas arriver en disant genre salut, j'arrive et je vais finir ton jeu parce que tu y arrives pas, quoi. C'était vraiment pas la finalité. C'était plus se dire bah tiens, j'aime bien le co-autorat, a priori ça pourrait bien matcher sur ce projet, ça se dit on bosse ensemble. Mais ce qui était important, c'est qu'on discute un peu avant, qu'on se rend compte que ça pouvait marcher et que Romain soit pas vexé dans le process, quoi. Il y avait vraiment un truc. Au début, je me sentais comme le gars qui s'insère dans un projet alors que c'était pas prévu, quoi. Ce qui est toujours un peu étrange, quoi. Et puis on a échangé par Messenger avec Romain, on a papoté tranquillement. Puis c'était assez chouette, il avait l'air, et là tu nous donneras ta version, mais assez chaud sur le truc. Ça a bien matché, on a discuté un peu, c'était chouette. Et donc après, moi j'ai pris le proto, je l'ai imprimé, et j'ai commencé à jouer, à faire des tests de mon côté, à réfléchir. Et peu de temps après, il y avait un SN, et on s'est rencontrés dans la vraie vie, on s'est posé à la cafette des SN. J'ai montré à Romain un peu mes conclusions, ce que j'en avais fait, je lui ai refilé un proto, on a joué ensemble. Et puis après, c'était lancé sur le co-autorat, et puis le process un peu plus classique, même si les Lumberjacks sont arrivés assez tôt dans le développement, mais assez vite, on a commencé à faire des allers-retours et des discussions de regarde, je pensais changer ça, vas-y, qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis très vite, ça a embrayé plus classiquement, on va dire. D'accord. Et du coup, Romain, alors, on a hâte de savoir de ton ressenti. Non, ça s'est fait de façon super fluide. Moi, ça m'étonne à chaque fois parce que j'ai pas autant d'expérience que Théo, donc à chaque fois, il parle de cette expérience comme quelque chose de spécial. Mais pour moi, vu que j'ai pas d'autres éléments de comparaison, pour moi, c'est normal. Ça s'est fait de façon tout à fait normale, en fait. Il n'y avait pas de... Ok, super, quelqu'un d'autre qui arrive sur le projet pour qu'on le bosse ensemble, tant mieux, c'est cool. Donc, du coup, si Et je c'est me pas juste un trompe petit pas, détail c'est que la tu as première rajouté au fois que final, c'est un élément du cœur aussi, donc non, c'est cool. Ça s'est fait naturellement. De mon côté, ça s'est fait hyper naturellement. Ok, super. Du coup, excuse-moi, je t'ai coupé et je disais, c'est la première fois que tu es en co-autorat, du coup, sur un jeu, c'est ça? Je pense qu'à ce moment-là, c'était la première fois, ouais. D'accord. Oui, à ce moment-là.
Et d'ailleurs, question pour Xavier, donc par rapport à ce que dit Théo, parce que j'avais la question pour tout à l'heure. Ouais. Donc moi, la question que j'avais, c'était justement à quel moment Lumberjack est arrivé aussi dans le processus. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est Lumberjack qui est arrivé, qui a été voir Romain, donc, et qui a dit, on a une nouvelle gamme, on lance une nouvelle gamme, on cherche des jeux, tu as peut-être un jeu qui pourrait rentrer dans cette gamme, ou l'inverse, Romain qui a eu écho de cette nouvelle gamme, et puis ça s'est fait comme ça en fait. Comment s'est passé le lien avec Lumberjack? Le lien, ça s'est fait où Romain a pris contact avec nous au moment de Cannes 2018. Romain, si je me trompe, tu dis, mais a priori c'est ça. Et tu as rencontré Antoine, donc Antoine Roffet, qui est le bûcheron en chef chez Lumberjack, qui lui s'occupe beaucoup plus de tout, essentiellement de tout, et en particulier de tout le reste, que ce qu'il n'avait pas déjà fait juste avant. Mais beaucoup de la rencontre avec les auteurs et du développement du jeu. C'est vraiment lui qui a ça, parce que c'est lui qui est en fait à plein temps vraiment dans Lumberjacks. Donc il développe aussi, il fait la rencontre avec les auteurs, là où moi pendant les salons je suis beaucoup plus avec l'équipe qui est sur d'animation et avec le contact avec la presse en fait. Voilà. Donc pour expliquer un petit peu rapidement qui est Lumberjack et comment ça s'organise chez nous. Donc Antoine a rencontré Romain a rencontré Antoine à Cannes 2018, comme ça se fait très très souvent, c'est-à-dire que quand il y a un gros salon qui se prépare, alors c'est le cas pour Cannes, c'est le cas pour PEL, c'est le cas pour Essen, mais c'est un peu moins vrai pour Essen, mais PEL et Cannes en particulier, on a des sollicitations en tant qu'éditeur de la part d'auteurs, d'autrices, plusieurs semaines la plupart du temps avant le salon, parfois juste la veille. Dans ce cas-là, c'est pas une bonne idée parce qu'on est rarement libre. Et donc on prend Théo qui dit non. Faut pas faire ça. Faut le savoir en fait. Il faut pas hésiter à nous déranger longtemps avant, parce que plus c'est tôt, plus on a un planning avec de la place encore. Et donc, c'est comme beaucoup d'auteurs, ils viennent avec une valise de jeu ou avec une forme de book, quoi. Et puis, alors quand on se connaît déjà, souvent on est en contact. Et puis voilà, par exemple, on a commencé à travailler avec l'équipe de Kaedama sur la Cour des Miracles, sur le développement de la Cour des Miracles, ce qui fait que tout naturellement, les jeux qu'on va faire ou qu'on a déjà fait avec Théo Rivière, par exemple, Corentin Lebras, ça va arriver là très prochainement, ou Antoine Bozard, c'est des jeux qui nous proposent aussi maintenant parce qu'on se connaît, donc c'est vachement moins informel qu'un rendez-vous à un salon. Là, Antoine ne connaissait pas Romain, ils se connaissaient pas tous les deux. Romain a dû voir d'autres, on sait qu'il en a vu d'autres, parce que justement, dans la petite anecdote, il y a un autre jeu qui est sorti chez Yoka, et il a présenté à Antoine un jeu qui s'appelait 10 000 trésors ou 10 000 couronnes, quelque chose comme ça à l'époque, et qui a changé de nom maintenant, puisqu'il est édité chez Yoka sous le nom de 13 couronnes. C'est 13 couronnes 13 couronnes. Et puis Monster Café, qui s'appelait Monster Démocratie à l'époque, donc. Et Antoine a vraiment beaucoup apprécié ces deux jeux, on les a joués pas mal. On avait vraiment un petit truc sur ce qui est devenu 13 couronnes, mais on a mis du temps en fait on a eu une semaine de retard par rapport à Yoka, tout simplement. Et puis Monster Café, il y avait quelque chose qu'on trouvait hyper attirant aussi. Le fait est que, alors Antoine et moi, on n'est pas dans le même département, et il y a la troisième personne chez Lumberjack qui est Cécile, qui est l'associée d'Antoine. Lui, c'est pas du tout son type de jeu, Monster Café. Donc, pour faire du développement, pour faire du test, c'est compliqué de forcer quelqu'un à jouer à un jeu qu'il a du mal à prendre en main déjà à la base comme ça. Alors, c'est pas qu'il reconnaît pas les qualités mécaniques du jeu, qui sont indéniables, mais c'est juste que, en fait, un jeu que tu développes, tu en joues énormément de parties. Tu as une idée, tu fais, allez, on fait une partie avec cette idée. Et voilà, quoi. Donc, au bout d'un moment, Antoine s'est dit, mais Théo, je sais qu'il a les ressources pour faire débloquer certaines choses. Et puis aussi, tout simplement, je sais que ça risque de matcher humainement entre Théo et Romain. Il avait senti qu'il y avait une passerelle comme ça qui pouvait être tendue facilement entre eux, entre leurs deux humanités, quoi. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il l'a proposé. Il semblait que ça ferait avancer le jeu et qu'en plus, ça matcherait bien, quoi, qu'il y aurait pas de souci de ce point de vue-là. Donc c'est là, en fait, dès le départ, en fait, quand tu demandais, Alex, où était Lumberjack dans le développement, c'est que cette rencontre entre Théo et Romain s'est faite sous l'impulsion d'Antoine, qui s'est dit, mais là, on a quelque chose à faire avec ce jeu. Nous, on prévoit de sortir une gamme qui est la gamme Coffee Break, dont on parlera peut-être plus tard. Ce jeu pourrait parfaitement s'inscrire dans l'identité de la gamme, tant au niveau de la quantité de matériel, la durée de partie, et puis l'originalité de la mécanique.
Donc il y a quelque chose à faire, mais là, il y a encore du développement à faire. Mais nous, est-ce qu'en interne, on va réussir à le faire correctement? Et puis, à ce moment-là, on était sur la fin du développement, je pense, de la Cour des Miracles, où c'était, ouais, c'est ça, hein, ça se bouclait à ce moment-là. Donc, ça tombait très bien. Tout était encore très chaud avec Théo, donc voilà. Et un truc Ouais, important à ouais. souligner d'un point de vue éditorial aussi, qui montre aussi que moi, le milieu du jeu, c'est un milieu que j'apprécie énormément et je bosse avec des éditeurs aussi pour leur qualité humaine. Et quand Antoine nous met en contact avec Romain, Monster Café, il est pas signé, il n'est pas pour Lumberjack. C'est un jeu qui existe. D'accord. Et Antoine nous dit très très franchement, et j'ai aucune crainte sur le fait que c'était pour de vrai, quoi. Bossez ensemble, présentez-le-moi quand vous avez un truc parce que le jeu m'intéresse et j'aurais envie de le voir. Si jamais ça me plaît pas, si jamais vous avez un autre éditeur, moi je m'en fous, j'aurai une boîte à la fin que vous m'offrirez parce que vous êtes des gens cool, mais j'aurais créé un truc et j'aurais matché 2 personnes et ça sera trop bien, quoi. Il se trouve que le jeu a bien plu à Super Lumberjack et chouette. que ça s'est bien calé à la fin et que ça fait une aventure et une histoire qui est encore plus belle, mais ça aurait pu ne pas marcher et le jeu serait arrivé ailleurs. Et il y aurait juste eu ce côté trop bien de bah tiens, Antoine, il nous a mis en contact en se disant qu'on allait faire un chouette jeu ensemble et on l'a fait, mais pas avec Antoine à la fin, quoi. Ce qui est, je trouve, un très beau truc humain aussi de se dire bah c'est pas, il l'a pas fait que dans son intérêt en tant que société, il l'a fait aussi dans un espèce de truc humain de se dire bon tiens, je vais faire rencontrer des gens qui pourraient travailler ensemble, quoi. Ce qui est trop cool. Non, mais c'est ça qui est super sympa aussi de signaler parce que nous, on était Ouais. persuadés que c'était déjà signé avant même Voilà, que vous ça. soyez. Et que puis vous c'est vrai soyez que le grand public ne voit pas tout ça. Enfin, les gens déjà, malheureusement, et j'aimerais que ça change, ils font pas attention aux auteurs, à l'édition, tout ça. Enfin, on achète un jeu, on pense que le jeu, voilà, il s'est fait tout seul, quoi. Et ça m'embête encore un peu. Donc j'espère qu'en continuant à discuter, en faisant des discussions comme ça, on éduque un peu les gens, entre guillemets, pour leur faire comprendre qu'il y a des gens derrière les jeux, quoi. Et des humains, comme tu dis, des relations humaines. Et puis, ce qui est super aussi intéressant, c'est que c'est pas que des relations professionnelles, comme tu l'expliques là, c'est que c'est une aventure humaine aussi derrière, et que si ça avait été chez Lumberjack ou ailleurs, c'est super d'avoir mis en contact des gens et puis de créer, quoi. Créer, c'est de la création pure, quoi. À fond. Xavier, je voulais rebondir. Tu as un petit peu répondu très rapidement sur la gamme, justement. Parce que moi, je voulais savoir, donc, au moment où tu as vu Romain, vous aviez donc déjà l'idée de la gamme, tu l'as abordé brièvement. Ouais. Comment on passe justement d'une grosse boîte comme Cour des Miracles à une gamme, justement, on définit vraiment un nouveau format? Parce qu'avec ces boîtes, il y a vraiment un format défini, enfin, super réfléchi, tout. Comme tu dis, le matos est calculé, enfin, tout est vraiment très, très réfléchi. Comment on passe d'une grosse boîte comme ça, enfin, d'une grosse idée, à se dire on se lance dans une gamme qui va rentrer comme ça dans la bibliothèque, en plus on va pouvoir les voir, enfin, tout est pensé. Comment vous avez eu cette idée-là? Et puis justement, après, comme tu dis, vous aviez l'idée donc déjà de la gamme, puis après il faut entre guillemets trouver des jeux qui vont pouvoir rentrer dans cette gamme. Et comment tu cibles aussi ces jeux, quoi? Alors, merci pour toutes ces nombreuses questions dont je vais tâcher de me souvenir et auxquelles je vais tâcher d'apporter des réponses. Alors, faut savoir que pour Lumberjack, le premier jeu de Lumberjack, c'est le God Zeroes, qui est une grosse boîte, effectivement, déjà, avec dedans des figurines qui se foutent sur la gueule, et c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, mais plutôt prévu pour 2 joueurs dans la boîte. Après, on peut acheter des extensions. Donc, on commence par ça. Lumberjack naît avec ce jeu-là. Ensuite, Arboria, qui est un jeu qui est une boîte un peu plus petite et qui est un jeu, là, pour le coup, qui est un jeu abstrait avec un thème fort et de placement, avec des pouvoirs des cartes de Christophe Bollinger. Et puis ensuite, on fait la francisation de Karmaka, qui est un jeu de cartes à combo dont on a trippé le Kickstarter. Donc ça, faut rendre à Cécile ce qui appartient à Cécile. C'est lui qui a chopé le truc, qui était fan et qui a fait la traduction française du jeu. Et il se trouve qu'en plus, on est éditeur, donc on leur a proposé de faire la version en français. On fait Peanut Club, qui est un jeu qui pourrait très très bien être dans la gamme, ressortir maintenant dans la gamme Coffee Break. D'ailleurs, il est vraiment pas, c'est vraiment pas mis de côté comme idée. Ça, c'est vraiment un truc qu'on pourrait faire dans le futur, c'est reprendre Peanut Club et le remettre au format Coffee Break. Et puis, il y a la Cour des Miracles. Et en fait, tout ça, c'est juste, c'est idiot, mais on a envie d'éditer des jeux qui nous ont plu et qu'on pense qui pourraient plaire à d'autres gens et qui sont éditables.
faire parce que voilà, c'est pas juste on se dit ce jeu-là il nous a plu à nous à nos potes et puis c'est pas grave s'il nous plaît qu'à nous à nos potes. On essaye de faire en sorte qu'il rencontre le plus de personnes possible. Donc on n'a pas vraiment une ligne éditoriale directrice à la base, tu vois, quand tu regardes toute cette suite de jeux, j'ai fait exprès de les mettre les uns derrière les autres, et je parle pas du jeu qui est peut-être le plus emblématique pour le grand public, entre guillemets, c'est La Petite Mort. Donc on sort une boîte en cercueil avec une pétée de cartes à l'intérieur, et un jeu qui a une mécanique qu'on n'avait encore jamais vue ailleurs, et avec un thème très très fort d'humour noir, mais qui est pas non plus du blanc manger coco. Donc qui est un jeu dont on espère, parce que c'était notre volonté, qu'il se moque pas des joueurs, quoi. Voilà, c'est pas avec un vrai auteur de jeu et tout, quoi. Donc on n'a pas à la base une ligne éditoriale en se disant on va faire que du gros jeu, que de la grosse boîte, ou que du poète-poète, ou que du ceci, ou que du cela. On fait des jeux qu'on aime bien, parce que nous on joue à du poète-poète, on joue à du truc hardcore. Enfin, voilà. Mais la volonté de cette gamme, c'est de se dire on voudrait proposer des jeux qui ont une double lecture, c'est-à-dire où nous, on pourrait y jouer, nous, gros joueurs, on pourrait y jouer avec nos potes qui sont moins gros joueurs, mais tout en continuant à prendre du plaisir et pas à se dire, ok, on veut bien faire des parties de tel ou tel jeu un petit peu simple parce que ça leur fait plaisir et comme ça, ils vont accepter de faire un Agricola derrière, quoi. Enfin, voilà, c'est pour caricaturer, mais non, on voudrait trouver un truc où on ait tous plaisir à passer du temps autour de la table. Et puis avec la possibilité aussi d'avoir une double lecture de cette mécanique, c'est-à-dire qu'on puisse la prendre en main de façon assez simple, mais qu'aussi on se dise au bout d'un moment, mais attends, il y a un peu plus de profondeur que ce qu'il n'y paraît, et on va explorer ce truc-là, quoi, ou pas. Alors, pouvoir rester en surface ou pouvoir explorer les grands fonds. Donc ça, c'est l'idée vraiment de la gamme. Et au moment où on rencontre Romain, on a l'idée de gamme, l'ADN commence à se dessiner, il y a vraiment ce truc-là. Et après, on commence à définir le format de boîte, on commence à définir la gamme de prix, le public cible aussi, voilà, parce que mine de rien, ça reste un travail professionnel, comme tu le dis, Alex, il y a des gens derrière, et puis c'est des gens qui essayent de nourrir leur famille, etc., etc. avec. Donc, encore une fois, il faut être conscient que on prend des risques. Par exemple, sur La Petite Mort, on a pris des risques, clairement. Faire sortir une boîte cercueil toute noire juste avec un squelette dessus, hyper humour noir et tout, on s'est dit mais ça se trouve on ferme la boîte juste derrière, d'autant qu'on a fait un tirage qui était très important pour nous à ce moment-là et qui paraît médiocre pour tout un tas de maisons d'édition, mais pour nous c'était un gros engagement et c'était une prise de risque. Maintenant on essaye de mesurer les risques qu'on prend aussi, évidemment, c'est-à-dire qu'on veut faire avancer le schmilblick mais sans risquer notre vie nécessairement. On fait pas ça pour l'adrénaline, puis on a le respect des auteurs aussi. Et l'idée, c'est si votre jeu on le prend, s'il nous plaît, si on est avec vous, qu'on vous suit dans le développement et tout, et qu'on essaye de l'illustrer de la meilleure des manières et de le mettre en avant de la meilleure des manières, il va falloir qu'il rencontre le public, quoi. Donc il y a ça. Et l'idée de la gamme, c'est de faire des jeux relativement courts avec cette double profondeur et quelque chose qui va être accessible pour des joueurs qui commencent à rencontrer le monde du jeu moderne, mais qui peut plaire aussi à des joueurs un petit peu plus confirmés, où ils vont pouvoir trouver quelque chose dedans d'intéressant qui va éveiller leur curiosité ludique, quoi. Et je trouve que Monster Café, c'est l'ambassadeur parfait pour cette gamme. C'est ce que j'allais dire, justement, je te laissais finir. Mais c'est vrai que l'avantage aussi, c'est donc, je reprends, c'est indiqué 15 minutes, une quinzaine de minutes, de 2 à 5 joueurs, et pour des joueurs d'au moins 8 ans. Pour le moment, on n'y a pas encore joué avec notre grand. Ouais, mais je pense clairement qu'il est capable de jouer et de répondre justement présent au public que vous ciblez, parce que ça soit l'univers du jeu ou justement la mécanique, je trouve que vous avez réussi à très bien cibler. Ça peut être, si on joue entre gros joueurs entre nous, on va forcément vouloir tous tirer dans les pattes et trouver la stratégie du jeu pour lier au mieux, ou alors justement lier avec des enfants et profiter de l'ambiance et profiter des cartes qu'on aura devant nous, en fait. De l'univers, qui est bien ciblé, d'ailleurs, je voulais rebondir sur la mécanique par rapport à ce que tu dis, justement, qui fait le bon ambassadeur, justement, entre les joueurs les plus hardcore et les plus grand public. Il y a une mécanique, moi, qui m'a frappé, justement, et donc là, Romain et Théo, vous allez pouvoir répondre. Enfin, c'est la première partie que j'ai fait, j'avais pas assimilé la mécanique de pouvoir me servir chez les gens.
Et c'est vrai que celle-là, on pense toujours, on a nos cartes, on a notre petit lieu privé, vous venez. Et en fait, c'est là qu'il va faire tout le changement. Enfin, c'est là, je trouve que le jeu prend vraiment toute sa splendeur. On va piocher chez tout le monde, en fait. Et c'est là qu'il faut réfléchir plus loin que sur ces simples cartes, sur comment je mets ma première ligne, ma deuxième ligne, parce que qu'est-ce que les autres joueurs ont fait. Et je voulais savoir, comment vous est venue cette idée? Pareil, encore une fois, parce que moi, c'est toujours les process de créa qui m'intéressent, j'avoue, parce que c'est le côté qu'on voit moins souvent. Mais est-ce que cette mécanique était déjà présente dans les premières idées ou c'est quelque chose qui est venu progressivement? Au début, c'était peut-être simplement, entre guillemets, un jeu de cartes, chacun a ses cartes, et où dès le départ, il y avait cette mécanique de on va piocher à droite à gauche. J'ai pas une très bonne mémoire, alors Romain, il a peut-être un meilleur historique que moi dans la tête. Je pense que sur les tout premiers protos, il y avait déjà cette liberté, ce côté laboratoire d'expérimentation qui multiplie un peu les options et d'aller piocher chez les autres. Je pense que depuis le tout début, ça y était, ouais. D'accord. Et justement, c'est ça qui rend encore plus intéressant la genèse du jeu, c'est qu'on se dit en fait, on va jouer. Moi, j'ai une question qui revient par rapport à ça aussi, c'est est-ce qu'il vous est à un moment donné, vous vous êtes posé la question en se disant, il n'y aurait pas, parce que vous faites plusieurs menus en fait sur les cafés, et est-ce qu'il n'y aurait pas à un moment donné une règle où vous êtes obligé de jouer qu'avec les monstres présents devant vous? Ou ça vous a même pas exploré l'esprit en fait? Je crois pas qu'on l'ait évoqué, non. Pas du tout. C'était vraiment il y avait ce truc, en y repensant, effectivement, je te rejoins. J'ai essayé de me refaire le film des premières parties et de la première version auquel j'ai joué. Et il y avait je crois qu'on déclenchait moins de pouvoirs. Le déclenchement de pouvoir était un peu différent. Mais il y a toujours eu ce côté de tiens, je vais t'enlever ça, comme ça ta majorité elle est moins importante, mais en même temps je rajoute un point au milieu. Il y a toujours eu ce côté vachement interactif aussi, que moi j'aime bien et qui, je trouve, des fois manque un peu dans les jeux du moment. On a souvent des jeux un peu moins méchants, un peu moins interactifs, parce que c'est très agréable aussi de construire son truc dans son coin. Mais là, très vite, on a eu envie d'avoir ce truc où on chamaillait un peu autour de la table. Et je pense que c'est vraiment essentiel que ça soit là. Si tu jouais que avec les cartes que tu avais devant toi, même pour un menu un peu spécial, j'ai peur que ça te cloisonne et que ça soit tu sois trop dépendant des cartes que tu as piochées au début et que tu regardes ton truc et une sorte d'optimisation un peu parfaite de se dire ok, ces trois-là, elles vont en ligne arrière, celles-là, elles vont en ligne avant, et puis au premier tour, je vais faire ça, au deuxième tour, je ferai ça. Et moi, j'aime pas quand les joueurs ils computent trop et qu'on passe trop de temps à réfléchir parce que les autres ils s'ennuient. Donc là, ça explique. Que là, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ouais, non, c'est clair. Et je rebondis parce que vous parlez des menus. Est-ce que dans le futur, on peut espérer de nouveaux menus, peut-être téléchargeables sur le net, une sorte d'extension, des nouveaux monstres, des nouveaux menus, une sorte de Monster Café 2, voilà. On n'en a pas encore parlé de ouf. Il y a un vrai truc de... Moi, j'aime pas trop les extensions dans l'absolu. C'est pas un truc auquel je suis extrêmement friand parce que je trouve que souvent ça rajoute une couche d'un truc alors que j'aime pas trop. Là, le jeu s'y prête quand même plutôt pas mal parce que c'est un des trucs que moi m'a fait kiffer quand on a fait le développement, c'est que le système de jeu était suffisamment ouvert pour qu'il y ait plein de pouvoirs, plein de possibilités de faire plein de trucs. Et donc on s'est fait assez plaisir, mais je pense qu'on a encore, surtout maintenant que c'est un peu retombé dans notre esprit créatif, des pouvoirs qu'on pourrait rajouter. Mais c'est jamais évident de se dire, tiens, on arrive avec une petite extension pour un petit jeu. Aussi parce que là, c'est une boîte qui est pas très chère, donc il faudrait faire une extension qui soit vraiment pas chère, dans un format qui va être tout rikiki en boutique et qui se verrait pas. Par contre, c'est clair que, et vraiment sans plan sur la comète, on est très loin que ça soit concrétisé, mais un nouveau set de 12 monstres avec une espèce de boîte en stand-alone et tu peux tout mélanger dans tous les sens, ça me ferait kiffer, quoi. Après, on parlait du marché et de la multiplicité des sorties et de tous ces critères-là et de la prise de risque. C'est assez net qu'on le fera si le jeu est un beau succès et qu'il y a une porte d'entrée qui est intéressante et qui marcherait pour tout le monde, plus que pour le plaisir de le faire, quoi. Même s'il y aura forcément du plaisir si on le fait aussi. Attention. Et du coup, je reste encore une fois sur le menu. Moi, ce que je trouve super, c'est que vous avez fait selon le nombre de joueurs et un petit peu aussi selon la complexité, si on va vouloir jouer plus ou moins longtemps. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui vous est venu aussi au moment de la création, ou de toute façon, vous vouliez de pouvoir, au lieu que ce soit les joueurs en fait qui choisissent avec quel monstre ils vont jouer,
est-ce que c'est vous qui avez ciblé le fait de directement pré-mâcher le travail et nous faire un menu? De mémoire, c'est Antoine, non? Qui nous a dit, tiens, on pourrait faire ça comme ça, avec le nombre de joueurs, avec la difficulté. On s'est dit, tiens, c'était cool. Et ensuite, on a rangé des monstres, on a créé des monstres aussi pour que ça matche les menus, de mémoire. C'est possible que ce soit comme ça. Je me souviens du moment, dans les premières versions, on avait un set de monstres qui était fixe. Et très vite, on s'est dit, ah, mais en fait, on pourrait en faire d'autres. Et je pense que c'est pareil, Antoine très vite nous a dit, ah, mais vous pourriez, on aurait la place pour en mettre d'autres dans la boîte, quoi. Parce qu'il y avait cette contrainte aussi de combien de monstres on pouvait mettre pour que le coût de production du jeu reste dans la gamme, en fait, puisque très vite, comme c'était acté qui était dans la gamme, on n'allait pas rajouter 50 monstres et puis être dans une grosse boîte, ça n'aurait pas eu de sens, quoi. Et aussi parce que moi, je suis un grand fan de Sushi Go Party, qui n'est pas arrivé en France, mais qui est la version de Sushi Go où il y a plein de cartes et on choisit son petit menu, justement, au début, tac, 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 de quel sushi on met. Alors, il n'y en a pas trop, ils nous en conseillent pas trop, je crois. Mais on a ce côté de je joue un peu à la carte avec les cartes que j'ai envie. C'est beaucoup de fois cartes, mais vous comprenez. Et ça permettait aussi d'avoir une variabilité dans les effets qui était, je trouve, assez agréable. De se dire, bah tiens, on va faire un pouvoir comme la momie qui est assez compliqué, assez brainy, il faut être bien concentré quand on la joue. Mais il y a des joueurs qui vont détester ce pouvoir-là parce que ils vont jouer peut-être avec des enfants ou ils vont vouloir des parties un peu plus rapides. Oh bah c'est cool, si jamais tu l'aimes pas, tu joues pas avec, quoi. Ou le pouvoir de Triss qui est très interactif, qui va foutre vraiment le bordel et qui va rajouter un peu de chaos, j'aime pas trop le chaos, je l'enlève et c'est parti, quoi. Donc vraiment cette dimension de se dire, sans altérer et sans dire le joueur il décide de jouer de la manière dont il veut, parce qu'on a aussi une volonté de dire jouez comme ça et c'est comme ça que vous allez vous amuser, ça permet d'avoir un spectre de manière de jouer qui, dans l'idée, je sais pas si ça marche, mais touche le plus grand nombre de joueurs possible, parce qu'il y a vraiment ce côté de j'adore ce monstre, je vais jouer avec, ou je déteste ce monstre, je peux ne pas jouer avec et m'en affranchir. C'est ça, c'est je choisis du coup avec quel monstre je veux jouer et comment je veux jouer. Et du coup, donc chaque monstre a des pouvoirs différents. Et ça c'est pareil, vous êtes tous les monstres ont des pouvoirs. Est-ce que c'était aussi dès le départ, Romain, que tu avais cette idée-là? Et puis ça a dû être un sacré travail d'équilibrage aussi. Ouais. Je pense. Après chaque menu, il a fallu l'équilibrer, je suppose, avec plein de tests, plein de parties. Et ça a dû être un gros boulot, non, d'équilibrage des différents menus pour que chaque monstre puisse se répondre, entre guillemets. Parce que je pense, les monstres, ils sont pas choisis au hasard. Il faut qu'ils puissent se répondre, quoi. Au tout début, il y avait juste 5 familles de base. Parce qu'il fallait déjà faire tourner le jeu avant de rajouter des variantes de pouvoir. Il fallait que le cœur tourne. Je pense que toutes les variantes sont arrivées après, une fois que le cœur a été confirmé. Et on a eu pas mal d'idées. On avait un doc qui tournait avec pas mal d'idées en vrac qui étaient dessus. Certains monstres ont été sélectionnés et après le mix s'est fait. En fait, il y a des monstres qui sont un peu des monstres boîte à outils qui permettent d'ajouter du contrôle, comme le Rex qui permet de mettre des monstres derrière. Il y a des monstres qui sont des monstres à gros points, où tu vas pouvoir cacher pas mal de points, comme celui qui donne 2 cafés, c'est le Bliblop de mémoire, le gros là. Ouais, c'est ça. Qui donne 2 cafés. Tu vas récupérer 2 jetons de café à la place d'un seul. Donc il y a un petit équilibre comme ça qui se fait dans les menus en fait, pour donner à la fois du... S'il n'y avait que des monstres à gros points, ça serait difficile de voir un point de pression. Et donc le fait qu'il y ait un peu ce mix, ça permet de voir les points de pression, de donner un sentiment de contrôle en même temps. Donc ça s'est fait aussi par rapport à ça. Et puis encore une fois, ce qui est super sympa, c'est que donc on va mixer certaines familles de monstres, mais on va surtout sélectionner qu'un certain nombre de cartes quand on va lancer la partie. Oui. Et moi, c'est ce que j'aime bien, mais ce que j'ai eu du mal, c'est que la toute première partie, on ne sait pas quelles cartes vont avoir les autres joueurs. Et c'est justement sur la deuxième phase qu'on va justement miser en se disant « Ah, mais il y a ça qui va sortir, etc. » Et ça, c'est vrai que de l'avoir mis en 2 temps, c'est sympa. Après, j'imagine que vous avez gardé en 2 temps aussi pour pas que la partie soit trop longue. Il y avait un peu ça, il y avait aussi un côté de... Ça permettait d'avoir des monstres qui construisaient quelque chose sur le 2 temps. Notamment le Gâteausaure. Il a été là assez rapidement dès qu'il y a eu cette notion de manche pour qu'il y ait ce côté de
Ah ouais, j'ai pas fait une partie qui peut être un peu frustrante si c'était une seule manche parce que t'as pas forcément de contrôle. Tu peux te faire un peu bâcher parce que t'as pas eu de chance. Ça peut mal se passer, donc ça peut faire une partie un peu vexante à la fin où en 10 minutes, en 5-10 minutes, t'as perdu, tu sais pas trop pourquoi. Et en même temps, en 2 parties, tu construis potentiellement un peu quelque chose. S'il y a le gâteausaure, si jamais tu observes bien ce qui se passe autour des joueurs, aussi pour cette notion de on va essayer de bâcher le joueur qui est devant parce que on a bien vu que tu avais fait 14 points à cette première manche, donc on va essayer de te rattraper. Et ça permettait d'avoir un jeu un peu plus consistant qui racontait un peu, en termes de stratégie, un peu plus un truc parce que tu avais le temps de pouvoir te refaire, d'avoir des retournements de situation et d'avoir vraiment ce sentiment d'une grosse partie. Et c'est vrai que pour les premières parties, c'est aussi assez agréable parce que on t'initie au jeu, t'as pas trop compris, tu joues quand même, t'es genre, je sais pas trop comment je dois jouer pour bien jouer cette première manche, tu te fais démonter, et puis la deuxième, t'as compris parce que c'est quand même assez simple, et puis là, tu t'amuses pour de vrai un peu plus, quoi. Et puis après, tu fais une deuxième partie parce que du coup, tu veux dès la première phase bien savoir jouer. Et c'est ça qui est super cool aussi. Je vais revenir sur l'univers parce que là, on a beaucoup parlé des mécaniques, mais l'univers, les monstres, les cafés, tout ça. Moi, j'adore, je suis super fan, je vais le dire clairement. Ça me fait penser à Monstres et compagnie. Voilà, ça me rappelle un peu ça. Les monstres fun, j'adore Poupy, il me fait kiffer. Donc, c'est que j'écorche pas son nom. Greg Baldwin, c'est ça, l'illustrateur? Voilà, qui s'est chargé. Là aussi, toujours dans ces idées, pour parler vraiment de tout le monde. Et puis, comment s'est passée cette relation? Au début, quand vous avez créé le jeu, Romain et Théo, vous créez des mécaniques, un process, comment ça fonctionne. Et après, comment on en arrive à dire, tiens, ça serait dans l'univers des monstres, ça marcherait bien avec des cafés, machin. Qui c'est qui a été vers l'autre, entre guillemets? C'est Lumberjack qui vous a proposé un illustrateur? Vous connaissiez peut-être déjà Greg? Comment ça s'est passé vraiment cette relation? C'est une drôle histoire. Ouais, alors nous, le niveau, je reviendrai après sur les illustrateurs, mais au niveau de la thématique monstre, c'est venu de vous, les garçons? Ouais. Au départ, c'est presque un espèce d'alignement des planètes, de sérendipité assez rigolote, parce que c'est le proto de Romain s'appelait, et tu pourras expliquer après pourquoi tu avais choisi ça d'ailleurs, mais Monster Démocratie, et on jouait des monstres en costard-cravate qui faisaient de la politique. Avec cette notion de on gagnait pas des cafés, mais on gagnait des voix qu'on prenait, etc. Et quand j'ai commencé à arriver sur le proto, j'ai refait des fichiers pour que je puisse les manipuler plus facilement, etc. Il y a toujours un espèce de truc où entre co-auteurs, jamais personne bosse sur les mêmes logiciels, et donc c'est toujours le bazar. Et j'adorais le graphisme qu'avait fait Romain, qui était globalement un costard-cravate et une tête de monstre par-dessus. Donc j'ai repris ça, tac, 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 j'ai refait des monstres, je suis resté dans la même thématique. Et un moment, sur le monstre qui départage les égalités, qui est devenu le snorkel qui met de la chantilly, je me suis dit, il faut que je mette un truc qu'on gagne pour départager les égalités. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais mettre une tasse de café, ça va bien avec le costard-cravate, quoi. Et à partir de là, c'est devenu un espèce de truc où on était des monstres dans le monde de l'entreprise, qui est pareil, une thématique qui moi me fait mourir de rire, se dire, lui c'est le monstre un peu comptable, lui c'est le DRH, etc. Et puis c'était pendant très longtemps cette espèce de mix de on gagnait quand même des voix qui étaient des petits jetons enveloppes, et puis on avait des cafés, et puis c'était un peu le bazar, mais c'était drôle. Et mais en se disant, tiens, c'est notre thématique de proto, ça va sûrement évoluer vers un truc très certainement un poil plus classique, parce que déjà on savait que la politique ça allait être compliqué parce que ça fait rêver pas grand monde, et que c'est généralement un thème qui ferme plutôt les joueurs, et puis les monstres dans le monde de l'entreprise, ça nous faisait bien marrer, mais se dire, tiens, je vais bouger la sorcière comptable pour que ton zombie DRH il fasse son pouvoir, c'était peut-être un peu bizarre aussi, quoi. À jouer au travail, bien sûr. Et c'est Lumberjack qui a rebondi en se disant, j'aime bien les monstres, alors j'ai envie de les laisser, et j'aime bien les cafés, c'était rigolo, les jetons café, ça peut peut-être être le truc principal, où on récupère des cafés. Et après, arrivé des moments où on a brainstormé dans tous les sens pour faire une histoire qui était cohérente de pourquoi est-ce qu'on avait des monstres, pourquoi on les envoyait chercher des cafés. Et si je dis pas de bêtises, c'est Romain qui a rédigé un excellent petit texte sur cette idée d'avoir un café mythique au milieu de la forêt, mais interdit aux humains. Du coup, on envoie nos monstres pour récupérer nos cafés. Ils nous les ramènent, mais c'est le bordel. Du coup, ils savent pas trop à qui les ramener. Et puis, c'est façonner l'histoire au fur et à mesure. Et puis, à un moment, on s'est tous dit, elle est un peu folle cette histoire. Ouais, c'est un peu chelou comme thème. Ouais, ça me fait kiffer. Ouais, moi aussi. Ok, on va. Alors côté Lumberjack, nous on a beaucoup joué avec ce proto, avec ces monstres magnifiques avec leurs cravates, et où on gagnait des cravates, on gagnait des tasses à café, et on était vraiment dans le thème
gagner des cravates. Hein. Ouais, c'est ça, parce que c'était la blague du tiebreaker. Ouais, c'est ça, exactement. Le tiebreaker, tu gagnais des cravates. Les cravates, c'est taille, donc c'était le tiebreaker. Ouais, donc c'était fantastique en soi déjà. Enfin, nous, on était très fans. Et on se creusait vraiment la tête en se disant, mais ouais, ça pourrait être les élections des délégués du personnel, tous les monstres sont à la machine à café, et celui qui gagne le plus de café élevé, il est élu délégué du personnel, enfin voilà, et on a vraiment creusé là-dedans. Et puis, il y a eu cette histoire effectivement de Romain avec ce fluff là autour du café. Et comme le dit Théo, c'est compliqué de faire des jeux sur la politique, c'est tout de suite un thème hyper sérieux. Et quand c'est pas un thème sérieux, c'est Casse-toi pauvre con par exemple de Ludovic Maublanc, mais là on est dans un autre type de jeu aussi, quoi. Donc c'est compliqué de gérer avec ce thème-là. Les élections syndicales, c'est pas forcément le truc qui fait rêver non plus, mais ça peut être très très marrant. Donc à la base, nous, l'idée, on l'a trouvé super fun, et puis l'adaptation est venue comme ça. Après l'univers visuel, faut savoir un truc aussi, c'est que la gamme Coffee Break, quand elle a commencé vraiment à naître et à se définir et à se dessiner précisément, il y avait une histoire de fil conducteur en fait qu'on voulait installer parmi les jeux de la gamme. Au-delà de l'ADN qui se voulait être le même sur cette double lecture mécanique, il y avait aussi le côté on va avoir le même illustrateur qui est Jonathan Oconte, qui on projetait de faire avec lui tous les jeux de la gamme, ou en tout cas jusqu'à ce que les uns ou les autres se lassent éventuellement, ou qu'on ait des projets qui n'arrivaient pas à se mettre au niveau planning ensemble, mais voilà. Et essayer de tirer aussi des fils entre chaque jeu, faire des petits clins d'œil à droite à gauche. Alors il y a un clin d'œil entre Gold River et Monster Café, je vous le dis pas, vous le chercherez, comme ça vous force. Ouais. Alors, attends, et vous regarderez, il y a des petits clins d'œil, et puis c'est des clins d'œil avec qu'on retrouvera dans d'autres jeux, notamment un jeu de Théo et Bruno, de Théo Rivière et Bruno Catala, Braincam, qui sortira en 2021, où il y a aussi des clins d'œil par rapport à Monster Café et donc à Gold River. Et cette histoire de forêt avec ces monstres, etc., ça correspondait aussi à quelque chose qui pouvait faire un fil rouge dans la gamme de jeux. Et puis Greg Baldwin, du coup, pourquoi pas Jonathan ? Jonathan, il n'était pas forcément à fond sur les monstres, tout simplement. Les illustrateurs, illustratrices, ils ont des zones de confort, et puis ils ont aussi des volontés d'exploration, parfois de leur univers artistique. C'est le cas par exemple de Camille Chaussy, le travail qu'on a fait avec elle, qu'elle a fait surtout elle, sur l'île de Pan, où elle est complètement sortie de ce qu'elle faisait d'habitude dans l'illustration de jeu. Elle avait envie d'explorer autre chose, et puis il y avait cette possibilité-là. Alors après, l'histoire Lumberjack, Camille, ça date déjà d'Arboria, où elle aurait dû faire les illustrations d'Arboria, puis ça s'est pas fait. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est proche de nous, on était très contents de l'accompagner, qu'elle ait un projet où elle pouvait se lâcher comme ça. Là, pour le coup, Jonathan, lui, il n'était pas dans cette dynamique de tiens, les monstres, c'est pas mon truc, mais je vais essayer d'en faire. Il était plutôt c'est pas mon truc, en gros, ça tombe pas très bien. Je vais le faire, mais voilà quoi. Et il se trouve qu'Antoine, toujours Lumberjack, Antoine Roffet, est fan de Greg Baldwin, des illustrations de Greg Baldwin, qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Creature Box. Donc c'est des illustrateurs états-uniens quoi, qui font beaucoup de comics, ce genre de choses. Ils font aussi du développement du caractère design pour des boîtes comme Pixar et tout. Et en fait, il lui avait acheté un original d'une de ses illustrations. Et c'était au moment où on était en train de développer la partie artistique de Monster Café, quoi. Quand je dis artistique, pas artistique règle, mais artistique illustration, boitage, tout ça. Et du coup, il a glissé à Greg Baldwin, tiens, si ça t'intéresse de bosser dans le jeu de société un jour, n'hésite pas, moi je suis illustrateur, éditeur, et on travaille avec des illustrateurs et tout. Et le gars dit, si tu as des projets en cours, moi là j'ai une semaine, à ce moment-là, donc c'était l'été 2019, 2019, c'est ça, il me semble. Parce que je me rappelle d'un coup de fil, j'étais au Partenay, et puis à Partenay au Flip, pardon, et Antoine me passe un coup de fil en me disant Xav, il y a Greg Baldwin qui veut faire les monstres de Monster Café, c'est trop cool, et moi je suis fan aussi de son boulot, donc j'étais comme un dingue. Et donc Greg nous dit j'ai une semaine de libre, envoyez-moi le projet, et si ça tient dans la semaine, je vous le fais avec grand plaisir. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Donc c'est un vieux hasard en fait, quoi, mais vraiment un vieux hasard. Et il se trouve que il y a pas meilleur au monde que Greg pour faire du monstre, et du monstre comme ça, quoi.
du genre le monstre au cake qui est magnifique, le monstre qui se mange lui-même, enfin c'est du grand n'importe quoi, le Bliblob qui est un monstre qui se remplit de café, mais qui se vide, donc il doit en boire d'autres, mais il se met des rustines, enfin... Et tout ça, ça sort de la tête de Greg, hein. Enfin, c'est fou, et il a mis voilà, 1 semaine pour le faire, et il a pondu 12 familles de monstres, c'est juste hallucinant. Et Jonathan donc a fait lui les jetons, a fait toutes les illustrations des jetons et tout. Et puis Olivier de Rueto qui a fait le logo et qui fait tous les logos de la gamme, quoi. Donc voilà. Donc Jonathan, il était sur Gold River. Il va revenir sur Dojo. On a un jeu qui va sortir là au mois de septembre sur lequel on travaille aussi avec lui, Track 12. Et Olivier de Rueto qui faisait les logos. On s'est dit, Olivier, il avait aussi envie d'explorer de nouvelles pistes, d'autres choses. Et il se trouve que c'est lui qui va être l'illustrateur complet de Brain Camp, donc qui sort au printemps 2021 de Théo et Bruno. Voilà, donc c'est des histoires comme ça, encore humaines aussi. Enfin, ça fait un petit peu... Sœur Teresa de le dire, mais il y a un petit peu cette idée-là, c'est genre, bon, bah, ton envie, c'est ça en ce moment, bah, écoute, si ça match avec les trucs que nous, on peut faire, ok, si c'est fait avec de l'envie et de la passion, c'est encore mieux, quoi. Enfin, et ça va plaire à tout le monde, et ça fait des anecdotes à raconter après à la télévision, quoi. Donc, c'est cool. Non, mais c'est vrai que c'est encore une fois super sympa, parce que finalement, vous, ça lie ce que vous aimez et puis vos valeurs. C'est comics, c'est ça, des valeurs aussi. Ouais, du comics, d'illustration comics essentiellement, du chara design, sur des jeux vidéo, sur du film d'animation, tout ça, ouais. Et du coup, bah, ça vous permet, vous, de vous faire plaisir aussi finalement, même dans la création, en fait, parce que on peut le faire et pas forcément avec des gens dont on apprécie le travail, quoi. C'est ça. Ou avec des gens qu'on connaît pas, mais moi, comme ça... Qu'on va découvrir, et ouais. Mais là, je rebondis, par rapport aux illustrations, vous avez quand même une ligne directrice. Alors, je sais pas si ça sera le cas sur les prochains jeux, mais comme tu le dis, il y a un univers. Enfin, t'as l'impression que ça reste quand même le même univers. Enfin, moi, je parle là pour Gold River et Monster Café, hein, qu'on s'entende bien. J'ai pas vu les illustrations de ce qui arrive, mais le chara design reste assez proche. Chaque designer a son style, bien entendu, mais la colo, enfin tout ça reste proche, tu vois. On n'est pas sur du photoréaliste, c'est ça ce que je veux dire. On n'a pas un gap entre les deux jeux qui te disent les deux univers pourraient se matcher ensemble, quoi. C'est ça que je trouve ça sympa. Alors je sais pas si c'est ce que quand tu disais que chaque jeu a des petits clins d'œil dans les autres, est-ce que c'est aussi dans ça que vous allez vous lancer et essayer de créer un univers cohérent, un peu graphique? Chaque jeu a son univers, bien entendu, mais que ça reste assez proche dans cette idée-là. Bah, jusqu'à présent, pour toutes les illustrations que j'ai en tête sur la gamme, et on pourra vous en fournir si vous voulez, notamment sur Magic Rabbit qui sort là juste en début juillet, et puis sur Dojo, on commence à voir quelque chose, mais Brain Camp, Olivier a déjà beaucoup travaillé. Théo, je pense que tu as vu pas mal de choses de Brain Camp au niveau illustration. C'est pas qu'on veut créer une cohérence graphique nécessairement à tout prix, mais que effectivement, par exemple, tu donnais cet exemple du photoréalisme, si tout d'un coup on a un jeu qui sort dans la gamme qui est photoréaliste et hyper serious, ça va être très bizarre, et ça va même ça risque de sortir de l'identité de la gamme tout simplement. La cohésion passe pas dans le sens où ça va être tout le temps les mêmes personnages repris, etc., mais déjà le fait d'avoir un illustrateur qui revient souvent, parce que même si c'est pas lui qui a fait les monstres, Jonathan il est quand même là sur une partie des illustrations. La direction artistique, c'est Antoine, c'est lui qui organise les livrets, etc. Donc il y a aussi ses idées à lui, donc forcément cette patte-là se retrouve. Et après, au niveau du style graphique, il est évident que d'un simple point de vue lecture logique, puisque c'est quand même quelque chose qui s'adresse à un public, tu utilises des codes, même si ces codes sont pas forcément très restrictifs et pas trop contraignants non plus, mais si tu veux parler à un public, la première impression que tu donnes de ton jeu, ça va être son visuel en fait, dans une boutique, sur un festival, posé sur une table, etc. Et clairement, si on commence à faire des couvertures marron avec des paysans et puis en fond, je sais pas, un ciel d'hiver, ça renvoie pas exactement la même chose que ce qu'on fait actuellement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et alors que tu sais que tu vas vers tel type de jeu quand tu as tel type d'illustration, voilà. Maintenant, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est quand même demander on embauche des illustrateurs, on travaille avec des illustrateurs, on développe avec eux les idées, on les implique au maximum dans le processus aussi.
et dans la valorisation de ce qu'ils ont fait, parce qu'on parle de plus en plus des auteurs, et c'est juste normal et évident. Les illustrateurs jouent un rôle extrêmement important aussi en fait dans l'histoire que raconte le jeu, quoi. Et ils sont impliqués aussi dans quand il y a des logos, comment la carte elle va être faite et leur dessin, le point focal il va être plutôt là, parce que sinon quand on va découper le dessin pour le mettre sur la carte, etc., etc. Donc ils font un vrai travail, qui est un travail d'illustration de jeux de société. Quand tu parles avec les illustrateurs de jeux de société, illustratrices, ils disent pas qu'ils font un truc artistique, ils disent qu'ils font des arts appliqués. Et nous, on regarde ça, les profanes, on regarde ça en disant ouais, c'est des artistes, mais eux, ils ont bien conscience qu'ils sont en train de fabriquer quelque chose qui a un usage particulier et pas seulement une finalité esthétique. Donc, il y a une vraie implication dans le travail et en fait dans le produit fini. Pardon de parler de produit, mais tout le monde comprend ce que je veux dire par là. C'est pas un gros mot. Il y a une vraie implication autant pas forcément aussi qui est aussi important pour l'identité du jeu à la fin, mais que bien régler les mécaniques, que bien développer les mécaniques, que l'éditeur bien choisir le format de boîte, la gamme de prix, le positionnement, etc., etc. Donc tout ce processus-là, tout ce mélange-là fait que oui, effectivement, quand tu crées une gamme et que tu sais un petit peu à qui tu la destines, tu vas être dans une grosse parenthèse de type d'illustration, etc. Après, nous, ce qu'on aime bien, justement, c'est impliquer les illustrateurs et illustratrices et leur proposer d'essayer de repousser un peu les parenthèses, quoi. Voilà. Mais bien sûr, on va rester sur quelque chose qui va faire fil conducteur, oui. Mais c'est pas une volonté. On se dit pas attends, Gold River il a été illustré comme ça, il faut que Magic Rabbit soit illustré comme ça, il faut que Monster Café ait tel type d'éléments visuels pour rappeler tel truc. Non, c'est vraiment des clins d'œil qui sont sur des cartes, qui sont sur des morceaux d'illustration. C'est vraiment plus ce genre de choses dont je parlais tout à l'heure. Après qu'il y ait une cohérence graphique, j'ai envie de dire, je pense que ça tient du fait de nos goûts et qui se retrouvent de nos goûts dans les jeux qu'on propose. Voilà. Mais c'est vraiment pas un truc où on s'est dit, allez, il faut que tous nos jeux y ait 3 personnages comme ça, et puis qu'il y ait une majorité de bleu ou une majorité de rouge. Ça, c'est pas du tout notre manière de faire. Voilà. Ça pourrait être une manière de faire, mais c'est pas. Mais c'était pas la vôtre. Ouais. Du coup, je rebondis encore une fois, je reste juste sur le packaging. C'est qu'en fait, moi, ce qui me fait rigoler, tu as dit, c'est qu'en fait, l'illustrateur raconte finalement l'histoire du jeu. Et en fait, sur la boîte sur la gamme, en tout cas, que vous avez faite de Coffee Break, les gens en boutique, ils vont faire prendre l'avant, ils vont regarder, et on prend l'arrière. Et en fait, chez vous, non, il va falloir ouvrir le petit livret pour pouvoir en découvrir encore plus. Et ça, c'est super malin, parce que d'habitude, pour pouvoir en apprendre plus sur un jeu, c'est comme tu dis, soit derrière, soit ouvrir le jeu. Enfin, l'ouvrir complet, ce que j'ai. Là, on arrive comme un livre, et on peut feuilleter des pages. Et ça, c'est aussi une nouvelle habitude. Enfin, vous changez les habitudes, vous cassez les codes, entre guillemets. Et ça, c'est super bien pensé, parce que il y a l'autocollant qui reste normalement, mais voilà. Mais il y a toujours un exemplaire qui est ouvert, et puis les gens, ils arrivent, et puis ils peuvent voir. Ça aussi, c'est super bien pensé. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle un peu, parce que c'était vraiment cool. Ça, c'est. Ouais. Ok, alors je vais essayer de faire plus court parce que j'ai parlé 45 minutes sur l'heure qu'on vient de passer ensemble. Non, je me rends compte que je parle trop, c'est pour ça. En fait, alors l'autocollant, que dis-tu, monsieur Théo? Je sais que tu parles beaucoup, mais tu parles pas trop, c'est un plaisir de t'écouter. Ah, il est gentil. Il est gentil. L'autocollant dont tu parlais, Alex, il est là pour retenir le tiroir, en fait. Mais on peut ouvrir le clapet en boutique, sachant qu'il n'y a pas de cellophane non plus. Voilà. Le fait qu'il n'y ait pas de cellophane, nous on est super content de pouvoir avoir cette option-là sur la gamme. C'est pas un truc qu'on a cherché à tout prix, parce que en réalité, du cellophane, ça représente quand même un grammage de plastique ridicule sur un tirage de jeu. C'est pas là où il y a forcément le plus de plastique, par exemple. Alors nous, on essaye en plus de pas en mettre dans nos boîtes du plastique, mais on est content d'avoir eu cette idée-là. Ça provoque le fait qu'il n'y ait pas de cellophane. Donc ça, c'est plutôt cool. On s'est dit, on veut plus du tout mettre de cellophane, et comment on pourrait faire. C'est plus venu du fait que cette gamme va être une gamme de petits jeux, enfin de grands jeux dans des petites boîtes. Je fais mon Bruno Catala là avec mes slogans. Et du coup, mais bon, c'est vraiment aussi l'idée, c'est ça. Mais vu qu'il y a des petites boîtes, il n'y a pas beaucoup d'espace pour exprimer ce qu'ils sont avant de pouvoir y jouer. Donc comment faire? Et comment faire aussi pour qu'en boutique, le jeu il ait sa place, mais que les gens des boutiques ils aient plaisir à le proposer à leur public, pas seulement parce que le jeu est bon, mais aussi parce qu'il est facile à présenter sans
tout déballer le matériel, quoi. Et sur les petites boîtes dans ces gammes de prix, tu as vu la surface que tu as. Là, les boîtes, elles font 15 cm par 15 cm par 15 €. Merci, monsieur Catala, à nouveau pour ce slogan. Et en fait, en arrière de boîte, 15 cm par 15 cm, ça laisse assez peu de place pour mettre quelque chose, quoi. Et le constat est venu. Tu ne peux pas condenser ce que tu as. Ouais, en fait, là, derrière, sur le dos de boîte, on a l'illustration complète. C'est cool. Sauf que quand tu ouvres le clapet, tu as 2 fois, en fait, tu as 15 cm par 30 cm. C'est ça, la totalité. Tu as plein de place et là, tu peux mettre le matériel en situation de jeu, tu peux expliquer. En fait, il y a une espèce de résumé des règles qui ne rentre pas dans le détail, mais qui t'explique ce que tu vas faire pendant un tour de jeu. Et puis, il y a les informations habituelles de le nombre de joueurs, la durée, etc. Évidemment, les auteurs-illustrateurs. Mais il y avait cette idée de comment on peut faire pour augmenter l'espace tout en restant avec une petite boîte et faire un truc un boitage qui soit aussi sympa parce que nous, on essaye aussi d'éditer des jeux qu'on aimerait bien acheter. C'est idiot, mais ça part un peu de cette volonté-là. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois qu'on a un jeu qui va bientôt arriver, je suis là, j'ai trop hâte qu'il arrive, j'ai envie d'avoir la boîte entre les mains, parce que c'est trop cool. Un peu comme quand je me fais trop hyper sur un jeu et que j'attends qu'il sorte en boutique pour aller l'acheter, quoi, parce qu'il va être trop bien à ouvrir, et ça va être cool de tout dépuncher, lire les règles et le livret et tout ça, machin. Donc, on essaye de faire ça avec nos propres jeux. Et comme tu le disais, on casse les codes, c'est pas une volonté de casser les codes, il se trouve que Antoine a une super idée avec ce type de boitage et puis effectivement ça n'avait pas encore été fait et on serait très heureux de voir que d'autres le font. En fait, c'est cool parce que ça voudrait dire que l'idée fonctionne, mais on casse pas les codes sans casser des œufs. Tu vois, le premier tirage qu'on a fait donc de Monster Café de Gold River, on a eu un petit souci au niveau de la fragilité du tiroir interne et chose dont on n'a pas pu se rendre compte avant de recevoir la production complète de boîtes. C'est-à-dire que quand on a eu ce qu'on appelle le blank sample, c'est-à-dire que c'est une boîte avec tout le matériel, mais tout est blanc en fait, il n'y a aucune illustration et tout. On a reçu le truc, donc tu reçois un exemplaire qui voyage dans des conditions de luxe. Il est vraiment en première classe, il boit du champagne pendant tout le trajet. Il arrive chez toi, il est bronzé, il a 25 000 anecdotes trop cool et plein de diapositives à te montrer. Donc toi, tu le regardes, tu es un petit peu ébahi, tu es tout content. Et puis après, quand tu reçois les exemplaires qui, eux, ont voyagé vraiment, vraiment en écho, quoi, là, tu fais où? Mais en fait, il y en a qui ont pris cher. Visiblement, ils avaient demandé poulet, mais ils ont eu poisson, quoi. Et il était froid. Donc, c'est pas cool. Et donc, là, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'était pour toi, Théo. Et donc, j'avais envie de voir ces yeux-là. Et donc, tout simplement, là, pour Magic Rabbit et pour les futures éditions de Monster Café et Gold River, on a un nouveau boitage et à l'intérieur, on a une hardbox. Jusqu'à présent, on avait une tugbox. Donc, c'est du carton épais, etc., qui était plié d'une certaine manière. Et là, on va avoir comme une vraie boîte, comme d'habitude, qui est glissée dans le tiroir. Donc, c'est des nouvelles choses, donc on explore. Et du coup, on se prend un peu les pieds dans le tapis des fois. Et puis, voilà, quoi. Alors, je rassure tout le monde, si l'une de vos boîtes est abîmée, vous nous contactez. Et puis, nous, on voit avec vous comment on peut se débrouiller. Tout ça, il n'y a pas de souci. Et sachant que ça vous empêche pas du tout de jouer. C'est pas le matériel qui est à l'intérieur de la boîte qui est abîmé. C'est juste qu'à l'intérieur du tiroir, vous allez avoir un endroit qui risque d'être cramé. Voilà, c'est tout. Mais on a rétabli le truc. Donc ouais, c'est encore une chose, mais c'est des aventures et c'est hyper intéressant à vivre, comme ça a été le cas sur La Petite Mort. François Bachelard, l'auteur, nous sort à un Essen cette boîte qu'il avait fabriquée lui en forme de cercueil pour son proto. Et on se dit non, mais ce serait génial de pouvoir la sortir vraiment comme ça, quoi. Mais ça pose en fait plein de problèmes techniques derrière, qu'il faut que la boîte elle tienne debout sans tomber, donc un cercueil qui a une petite base, etc., plus petite que ses épaules, enfin bref. Mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant tout ça. Moi, je voudrais revenir sur Monster Café. Romain, Théo, c'est suite à un tweet que tu as fait, je crois, hier, Théo, dans lequel tu nous as montré tes carnets d'idées. J'ai été abasourdi en voyant ça. T'attaques ton 13e carnet à idées. Et la question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu ton tweet, c'est Romain, Théo, est-ce qu'il y a une idée qui est restée dans le carnet pour Monster Café? Une ou plusieurs, mais celle qui vous a presque le plus embêté de laisser sur le carnet, parce qu'elle n'allait pas pour une raison X ou Y. On a un beau tableau Excel avec, je pense, bien 25 autres pouvoirs qu'on n'a pas mis à la fin. Où on a vraiment rebondi sur plein de trucs. Il y a plein de choses qu'on a essayé qui n'étaient pas satisfaisantes et du coup qu'on n'a pas poussé parce qu'on n'en avait pas besoin. Il y avait ce côté de, à un moment, on a eu nos 12 pouvoirs qui nous plaisaient et on s'est arrêté là. Et peut-être le 13e,
Enfin, d'ailleurs, il y a des goodies, donc les 14 pouvoirs qui nous plaisaient, on s'est arrêté là. Et il y avait peut-être le 15e pouvoir dans un coin qui était, je sais pas lequel, hein, j'ai pas l'exemple précis en tête, mais qui était, c'est une bonne idée, mais il n'est pas encore terrible. Peut-être que si on le gratte et qu'on le travaille un peu, ça va devenir un super pouvoir, mais on l'a laissé de côté parce que bah, c'est bon, on en avait assez. Et à un moment aussi, ce qui arrive toujours dans le développement, du moins pour moi, à un moment, j'en avais marre aussi de chercher des pouvoirs et de retester des millions de trucs. Donc à un moment, tu as 14 pouvoirs où tu te dis, enfin 12 puis 2, ok, ils sont canons, ils font le taf, je vais pas chercher un 13e pour le plaisir, quoi. Mais il y a plein de petits embryons d'idées qu'il faudra peut-être rattraper un moment et réutiliser pour faire d'autres trucs cool. Moi, par rapport à Romain, donc on a un décalage horaire avec toi parce que tu n'habites pas en France. Et du coup, donc tu étais venu à Cannes pour présenter ton jeu. J'imagine que tu fais quand même plusieurs festivals pour pouvoir présenter d'autres protos. Mais là, en termes de travail avec Théo, pardon. Comment ça s'est présenté? Parce que du coup, il y a le décalage horaire, il y a forcément, vous ne pouvez pas travailler ensemble. Donc, à part la fois où vous vous êtes vus, est-ce que vous vous êtes revus? Est-ce que vous avez toujours tout fait par Internet? C'est difficile de bosser comme ça à distance quand on est auteur de jeu, parce qu'on ne se rend pas compte, nous on est joueurs, hein, je veux dire. Comment ça se passe? Parce que, comme tu l'expliques, il faut de temps en temps se rencontrer, tester des protos qu'on a en main, chacun imprime son proto, machin, mais comment on bosse quand on... Bah déjà, avec un décalage horaire chacun, on attend le lendemain pour que l'autre rebondisse sur les idées. Enfin, vous voyez, c'est comment un peu votre façon de travailler un peu? Moi, ça fait de façon super fluide au final. On mettait nos idées, on en discutait, ça oui, ça bof, on l'évitait, on en testait une autre. Ça s'est fait hyper naturellement. J'aimerais plus développer, mais j'y arrive pas en fait. Ça se fait tellement... C'est vrai que on n'a pas eu trop besoin de mettre en place des outils autres qu'on s'envoie des mails, on se poque sur une conversation interne et on fait des tableaux avec des pouvoirs, quoi. Après, moi, d'expérience, ça dépend aussi vachement des co-auteurs. Je sais qu'il y a des gens avec qui j'ai besoin qu'on se voit pour bosser et pour avancer de manière efficace. Et de plus en plus, moi, j'aime bien faire des week-ends de développement où je vais chez un co-auteur ou une co-autrice d'ailleurs, ou l'inverse, et on se pose et pendant 2 jours, on se concentre sur un nouveau projet ou sur un truc et on fait que ça en étant ensemble et en profitant aussi. Mais en même temps, il y a des gens avec qui j'ai bossé que à distance et avec qui j'ai pas ressenti ce besoin-là. C'est vraiment, j'ai l'impression que tant que ça se goupille et que ça marche, et là, ça a été assez facilement le cas malgré le décalage horaire. Effectivement, ça prenait des fois du temps je pouvais pas me dire, j'ai une idée, j'envoie un message à Romain, il va me dire dans les 20 minutes s'il a kiffé mon idée ou pas. Quoique, quand même, des fois, on est sur un fuseau qui est compatible, oui. Quoi. Ouais. Mais c'était moins facile qu'avec un co-auteur qui habite pas loin ou je lui envoie un POC sur WhatsApp et des fois on s'appelle dans les 5 minutes qui suivent, quoi. Mais néanmoins ça a rien enlevé à la fluidité. Aussi parce qu'on est très vite passé en développement de pouvoir et avec une base qui était solide et qui nous plaisait. Donc il n'y a pas eu trop ce moment où tu dois tout casser, tu dois tout réfléchir, tu dois tout changer. Là où j'ai l'impression que là, il faut presque un présentiel et il faut être ensemble pour pouvoir bien discuter et avancer. Là où sur du pouvoir, il y avait ce côté de Romain, il a une nouvelle idée de pouvoir cette nuit pour moi, mais dans sa journée pour lui. Il me l'envoie, je regarde, j'y réfléchis d'abord un peu dans ma tête et ça a l'air pas mal. Et puis Romain, il a bien aimé, je vais l'imprimer, je vais jouer avec. Ok, ça me plaît, je vais faire d'autres parties et puis on va en rediscuter. Donc il y avait vraiment ce côté rebond, des fois peut-être un tout petit peu plus lent, mais en fait, c'est bien aussi que ça prenne le temps de mûrir. Mais non, en termes de méthodologie, c'était cool. Enfin, c'était cool, ça a bien marché, quoi. Ouais, c'est ça, le cœur était calé. Nous, en fait. comme je dis, c'est chouette, quoi. Vas-y, je t'en prie. Parce que c'est vrai que nous, du coup, en joueurs, on est obligés d'être ensemble pour jouer, que vous pour travailler. C'est des choses que nous, on se rend pas compte. C'est pour ça que je trouve super intéressant. Vous, c'est votre quotidien, entre guillemets, je veux dire, ces échanges. Mais nous, en tant que joueurs, ouais, c'est vrai, on se rend pas compte des fois des entre guillemets barrières, là des fuseaux horaires, des distances, machin, qui n'en sont pas parce que avec les outils qu'on a à dispo maintenant, les outils, les réseaux sociaux, voilà tout ça. Mais c'est sympa aussi, voilà, de voir que il y a plus aucune limite non plus finalement à la créativité, parce que voilà, t'es à des milliers de kilomètres et tu fais quand même vous faites quand même un jeu ensemble, quoi. C'est ça qui est énorme. Après, moi, je me suis quand même retrouvé sur des situations où tu rencontres ton co-auteur, tu te dis « Ah, cool, on s'est jamais vu, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu dans la vraie vie, vas-y, on fait une partie de notre proto. »
sur lequel on a joué de nos côtés chacun des dizaines et dizaines de fois, on s'installe et on se rend compte que, pas sur des trucs majeurs, mais on joue pas exactement de la même manière. Et tu vois, il y a ce truc de « Ah ouais, tu fais ça comme ça, toi, c'est mieux en fait. Ah ouais, ok. » De la même manière, j'aime bien un moment quand le projet est ficelé et que tu sais qu'il va être chez l'éditeur, essayer de jouer avec l'éditeur dans la vraie vie, de se voir sur un festival ou sur un truc et de faire une vraie partie. Parce que pareil, il y a cette hantise de ah ouais, mais non, ça c'est pas comme ça qu'on joue en fait, c'est comme ça. Et ça arrive régulièrement, le petit truc de le point de règle qui a mal été transmis, du petit truc qui est un peu merdouillé, et tu te retrouves à te dire, bah ouais, en fait, on n'a pas interprété pareil et on joue pas exactement de la même manière sur des petits détails, quoi. Donc on se voit pour jouer, c'est toujours pas mal quand même. Finalement, l'avantage sur Monster Café, c'est que du coup, tu vas jouer avec tes cartes ou avec ceux des autres, et que on va jouer chacun de la même manière, entre guillemets, parce qu'on n'a pas d'autre choix que prendre tout ce qui est disposition. C'est ça. Moi je voulais, avant de finir, parce qu'on a réussi à vous poser toutes les questions, c'est cool et merci d'y avoir répondu. Le petit point actu chacun, celui qui veut commencer, Xavier, ça sera pour toute la gamme, je suppose, voilà. Et puis Romain, Théo, vos actus en ce moment sur ce qui va sortir, sur quoi vous travaillez? Romain, allez, Romain, c'est à toi. En fait, ça me fait bizarre parce que c'est la première fois que je participe à ce genre de vidéo. Et donc, j'ai l'impression d'être spectateur depuis le début. C'est bizarre. À chaque fois que je me pose une question, je fais, mais en fait, il me voit. Je mets un peu de temps à capter la situation. Actu, donc c'est pas en différence. Maintenant, on est en juin. Non, on n'est pas encore en juin. Il n'y a pas grand-chose là, avec le virus. Je pense que la prochaine chose qui va sortir, c'est en Corée, avec Mandu Game, le Box Monster. C'est un monstre, c'est une boîte, et on met chacun nos mains dans la boîte. On ne voit pas ce qu'il y a dedans pour le sauver. Et cette année, après c'est un peu fou, parce que ça sera peut-être cette année ou l'année prochaine, avec le virus, suivant les plannings. Donc c'est pas très sûr de ce côté-là. Et du coup, tu démarches le marché taïwanais et français, ou justement tu te mets pas de barrière, et parce que là tu vas Mandu Game, c'est ça, tu as dit celui qui va sortir. Oui, des Coréens. Ouais. Donc c'est quel pays, dis-moi? Corée. En Corée, d'accord. Et du coup, tu te mets pas de frontières sur les éditeurs que tu démarches? Pourquoi en mettre? C'est vrai. Très bonne question. Non. Je suppose, en plus, il n'y a pas de barrière de la langue, il n'y a rien. En plus, tout le monde parle anglais aussi, donc c'est ça, donc il n'y a aucun souci. Et là, parce que je t'avoue que tu as attisé ma curiosité en parlant du jeu, voilà, où tu vas sauver un monstre en mettant. Et est-ce qu'on peut l'espérer en France? Enfin, tu as déjà des discussions pour éventuellement qu'il arrive sur le marché français? Je sais pas, ça c'est Mandu Game après. Et la bonne surprise, c'était que l'illustratrice, comment elle s'appelle? C'est une Française qui a dessiné Dixit, illustré Dixit. Marie Cardois? Comment? Marie Cardois? Oui. Trop bien. Si je dis pas de bêtises, j'espère pas me tromper. Mais à 90%, c'est ça. Je vais peut-être pas dû le dire, mais je crois que c'est ça. Mais les illustrations, c'est pas un secret. En tout cas, moi je m'y intéressais, parce que j'avoue que tu m'as intéressé, cette histoire de mécanique là, ça me dit bien déjà de regarder comment ça tourne. Et toi, Théo? Pareil, c'est un peu le bazar sur ce qui est décalé et ce qui sort à tel moment là, c'est un peu perturbant. Ce qui pour l'instant n'a pas bougé, et avec des pincettes, parce que j'ai à peu près tous les jours, j'ai pas tant de projets que ça, mais j'ai régulièrement des éditeurs qui m'envoient des messages disant on n'est plus trop sûr, on va sûrement décaler. Mais mes deux plus grosses sorties, en tout cas les deux trucs que j'attends vraiment avec impatience, parce que c'est des assez gros projets. Le premier, c'est un jeu que je fais avec Maxime Rambourg chez Catch Up Games, qui s'appelle The Loop. On l'a vu, l'année dernière. On a vu le proto au jeu du stand. C'est ça, le jeu du stand. Ouais. Ça a un peu bougé depuis, parce que c'est un truc sur lequel j'ai jamais fait autant de développement sur un jeu. Là, j'ai vraiment fait énormément de parties, et on a tout cassé 3-4 fois, quoi. Mais là, les fichiers sont partis en prod, donc on peut plus rien casser, quoi. Mais c'est du coop difficile, plutôt à la sauce Ghost Stories,
avec une vraie grosse courbe d'apprentissage, où on joue des agents temporels qui voyagent dans le temps pour arrêter le terrible Docteur Fou qui s'est cloné partout et qui essaye de détruire l'espace-temps. Et en pratique, c'est un jeu de card-driven, donc toutes les actions qu'on va jouer sont imposées par les cartes qu'on aura dans notre main, et avec une notion de boucle temporelle où, sous certaines conditions, on va pouvoir rejouer son tour et donc de nouveau jouer les cartes qu'on a jouées dans notre main parce que on voyage dans le temps, donc autant en profiter. Et c'est très brillamment illustré par Simon Caruso, qui est l'illustrateur de Yogi, qui, je pense que pour lui aussi, c'était un très gros projet parce qu'il y a beaucoup d'illustrations et qui, pareil, est parti dans un délire qui est peu commun, je pense, en termes d'illustration. On a tapé sur un truc qui est vraiment inhabituel, je trouve, et qui me ravit énormément parce qu'il y a vraiment ce côté de... C'est pas comme d'hab, quoi. Ça a vraiment un côté très, très agréable. Et le deuxième projet où je suis vraiment excité et j'ai hâte qu'il sorte, je suis excité pour tous mes projets, mais je sais pas pourquoi il y en a des fois j'attends avec plus d'impatience quand même. C'est un jeu qui s'appelle La Maison des Souris, qui arrive chez Gigamic, que j'ai co-créé avec Élodie Clément et qui est illustré par Jonathan Auconte, parce que les liens sont partout, qui est un jeu pour les 5 ans coopératif, où l'idée globale, c'est qu'on met la boîte dans la boîte. Comme Romain, j'ai une appétence pour jouer dans les boîtes. La boîte est trouée, on met dedans des petits éléments et la boîte représente une maison de souris, mais avec des vraies pièces et tout. On secoue, on met une petite lampe de poche au-dessus de la boîte et par les petites fenêtres de la maison, on va regarder où sont positionnés les éléments pendant 30 secondes. Et à l'issue de ces 30 secondes, on doit répondre des questions. Qu'est-ce qu'il y avait dans la salle de bain? Est-ce que la bougie, elle était avec le bouton? Est-ce que il y avait 3 objets dans la salle, dans le salon ou pas? Et donc, coopérativement, on a regardé dans cette petite boîte et ensuite, on doit réussir à résoudre ces petits dilemmes qui arrivent aussi normalement pour cet automne, si tout va bien, mais c'est plus trop si tout va bien. Mais là, pareil. À suivre. Donc, Théo ravit les petits et les grands joueurs. C'est ça. Pour tout le monde. Créé dans un spectre de... Je pense que The Loop, c'est le truc le plus compliqué que j'ai pu faire et le truc le plus gamer que j'ai fait de ma vie, en termes de difficulté et en termes de temps de partie. Et La Maison des Souris, c'est presque un des trucs pour les plus petits que j'ai fait. Donc, effectivement, c'est mon mois de septembre, mes mois de septembre-octobre seront dans un spectre large. Super chouette à suivre cette année. Clairement. Et du coup, chez Lumberjack Studio, donc il y a de la nouveauté dans la gamme qui arrive, et également, j'imagine, hors de la gamme en fait. Ouais, alors avant de parler de nous, moi j'ai eu la chance de voir les illustrations des 2 jeux dont parle Théo et c'est du lourd. Les illustrateurs, je suis pas grand monde pour féliciter un illustrateur, mais les illustrations sont top et après au niveau des jeux en eux-mêmes, vous les découvrirez, mais voilà, c'est très très sympa aussi. Donc pour Lumberjacks, oui, il y a la suite de la gamme qui donc va être le prochain jeu, c'est Magic Rabbit qui sort le 10 juillet, donc il devait initialement sortir plus tôt, ça devait sortir là en fait en ce moment fin mai début juin, c'était prévu comme ça, et puis évidemment comme pour tout le monde en fait tout a été très décalé avec cette parenthèse très particulière qu'on a tous vécu, qu'on vit tous encore un peu là. Magic Rabbit, pour en parler rapidement, c'est un jeu coopératif en 2 minutes 30 à partir de 8 ans à peu près, dans lequel on va incarner à plusieurs un magicien qui est sur le point de donner une représentation, et le spectacle va commencer, le rideau va s'ouvrir, et les lapins ont décidé de faire absolument n'importe quoi sur scène, ce qui fait que il y a des chapeaux et des lapins partout sur scène, il faut tout remettre dans l'ordre, quoi. Donc en termes mécaniques, on va avoir 9 tuiles de lapins, numérotées de 1 à 9 avec des couleurs, et puis 9 tuiles de chapeau, numérotées de 1 à 9 aussi avec les mêmes couleurs correspondant aux lapins. Les lapins sont face cachée. Par-dessus, on met un chapeau sur chaque lapin face ouverte et on a 2 minutes 30 en faisant des actions particulières pour réussir à remettre chaque lapin avec son chapeau et tout ce monde-là dans l'ordre de 1 à 9. Donc on a proposé un print and play qui est encore accessible sur notre site pendant le confinement. En fait, Jonathan Auconte, l'illustrateur, ainsi que les 4 co-auteurs, c'est un co-autorat entre Romaric Gallonnier, Cécile Dutoit, Julie Ziegler et Ludovic Simonet. Donc, ce sera pour 3 d'entre eux, ce sera leur premier jeu édité. Et puis, Romaric Gallonnier, on ne le présente plus, évidemment, le bien connu et formidable. Donc, c'est quelque chose qu'on a proposé pendant le confinement parce que, voilà, il nous semblait que c'était un jeu rassemblant pour la famille et avec des règles qui sont accessibles, très accessibles pour les enfants. Une adaptation qu'on peut faire aussi, une petite variante dans la règle qu'on peut faire pour jouer avec les enfants un peu plus facilement, disons, voilà.
Et donc ça sort dans la gamme Coffee Break le 10 juillet, et c'est un jeu dans lequel on va aussi avoir des découvertes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fini ce défi là de remettre tous ces lapins dans l'ordre, quand on l'aura réussi 2-3 fois d'affilée et qu'on saura qu'on est vraiment capable de le faire dans différentes configurations de nombre de joueurs par exemple, on pourra ouvrir une enveloppe et découvrir de nouvelles choses nombreuses. Et puis il y a 3 enveloppes dans la boîte, donc voilà, c'est la fête quoi. Donc il y avait déjà eu des variantes qui étaient proposées spéciales confinement, hein. Les auteurs avaient travaillé sur de nouvelles variantes qu'on a proposées aux gens, et il y aura évidemment des nouveautés dans la vraie boîte toute belle avec le nouveau fameux tiroir en hardbox, etc. Genre lui voyage en première et en nombre. Et puis pour continuer dans la gamme Coffee Break, on va avoir Dojo qui sortira au mois de janvier. C'est un jeu d'Antoine Boza, ce sera illustré par Jonathan Auconte aussi, toujours les logos par Olivier Derwoto. Dojo, c'est un jeu, alors c'est un petit peu à l'image de Gold River, c'est un retravail sur un jeu qui a déjà été édité. C'est-à-dire que c'est pas une réédition pure, mais Antoine a retravaillé un jeu qu'il avait sorti à l'époque chez Asgard, qui est devenu Bombix par la suite. Voilà, une partie des gens d'Asgard qui ont fondé Bombix, hein, pour ne pas les nommer les frères Asquith. Et Dojo, nous, c'est un jeu qu'Antoine nous a proposé, qu'on trouvait vraiment terrible à la base, et puis il a retravaillé des règles, voilà. On reviendra dessus. C'est compliqué d'expliquer, toi tu le connais évidemment Théo, parce que tu as eu l'occasion d'y jouer beaucoup, mais c'est compliqué d'expliquer réellement quel type de jeu c'est. Alors c'est un jeu de cartes, mais dans lequel on va essayer de bluffer les autres. En fait, c'est à chacun son tour, on va donner des cartes à nos adversaires pour qu'ils puissent construire leur dojo. En sachant que parfois on va faire le choix de leur donner des cartes puissantes pour en donner des faibles, en garder des faibles, mais qui vont peut-être mieux nous servir à nous dans le dojo qu'on va créer. Enfin voilà, donc il y a cette histoire-là de guessing, de qu'est-ce que si je lui donne ça à lui, est-ce que ça va plus lui servir ou pas. Mais en plus, on peut se défier, c'est-à-dire que quand on donne des cartes aux autres, les autres vont pouvoir nous dire « Ah, je suis sûr que tu t'es gardé une carte super, je te défie, je vais essayer de te piquer ta carte. » Enfin voilà, pour gagner des pouvoirs. J'essaye de vous faire saliver un petit peu parce que ça mérite. Mais si vous connaissiez déjà Dojo de l'époque Asgard, il y a quand même les fondations sont quand même toujours là. Hein, donc voilà, ça vous dira quelque chose. Et au printemps 2021, au moment où les cerisiers seront en fleurs, en Asie, hop, clin d'œil à Romain, et puis dans les yeux de Théo, sortira Brain Camp, qui est un jeu, donc un co-autorat de Bruno Catala et Théo Rivière, ici présent. Et qui là est un jeu de cartes dans lequel on incarne des enfants qui sont dans un camp d'été en gros, et qui se rendent compte que les animaux de la forêt en veulent à leur chamallow, mais est-ce que ce sera pas plutôt à leur cerveau quoi. Donc en fait on va essayer de se sauver de ces hordes d'animaux zombies très mignons. Il y a un thème assez kawaii et très très sympa. Ça, c'est illustré entièrement par Olivier Derwoto, donc qui fait le logo des gammes Coffee Break, et puis là qui va faire aussi les illustrations des cartes. Et donc c'est un jeu dans lequel on va essayer de se débarrasser de ces cartes le plus rapidement possible. Évidemment, vous vous en doutez, vu les gens qui sont aux manettes de la mécanique, il y a du pain dans ta gueule, il y a du couinage, etc. Donc ça, c'est assez cool. Donc ça, c'est le futur de la gamme Coffee Break. Et puis, on se laisse du temps pour les prochains. Évidemment, ce qui est sympa avec cet effet de gamme aussi, c'est qu'on a eu beaucoup de propositions d'auteurs et d'autrices sur la gamme. Elle commence à se faire connaître un petit peu. Et puis, du coup, ils nous proposent des choses. Donc, on étudie tout ça tranquillement, sachant qu'on a d'autres projets par ailleurs sur d'autres formats. Voilà. Et puis, cette année, je le dis parce qu'il faut quand même que on tire notre chapeau encore une fois à Théo, qui est l'homme le plus classe du paysage ludique français. Brain Camp devait sortir cette année, et il a fait place à Trek 12, un projet avec Corentin Lebras et Bruno Catala. Donc Théo a accepté très gentiment de décaler son jeu, non seulement parce que Catala, en fait, comme nous l'ont appris les gens de chez Gameworks il y a très longtemps, il est capable de tuer quelqu'un avec un coton-tige. Je fais rebondir cette vague il y a des années et des années, mais aussi parce que le co-auteur de Bruno, sur ce jeu est Corentin Lebras, qui a du coup des affinités avec notre chère Théo Rivière. Donc Théo, encore 1000 fois merci d'avoir laissé la place à Trek 12. On n'en préparera que mieux à l'arrivée de Brain Camp. Et Trek 12, c'est un jeu qui a un roll and write qui sortira là en septembre, un roll and write évolutif. Voilà.
En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup à vous. Merci. Oui, On va vous laisser travailler. Romain allait faire la fête, donc comme on disait hors caméra. Et puis à très bientôt tout le monde en tout cas. Ouais, encore merci, à bientôt. Merci. Salut à vous. Merci à vous, salut. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.